avec nous, il va dire bonjour. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne année déjà, puisque nous sommes bonne année à tous. Dans les temps. Et j'ai le plaisir, la chance, le privilège d'accueillir un personnage. Pour moi, c'est un personnage parce qu'il m'a accompagné, je dirais, dans une première partie de ma vie, parce que j'étais et je suis toujours passionné d'automobile. Je vous présente Philippe Streiff. Est-ce que je dis bien d'ailleurs Streiff, comment on dit? Streiff en France, Streiff quand je suis en Allemagne. D'accord. Et mon arrière-grand-père était de Zurich, suisse-allemand, où ils disent Streiff, mais en réalité en France on dit Streiff. Eh bien, merci d'être là, de partager ce moment avec nous. On a plein de choses à parler ensemble. Quand je dis plein de choses, le titre de l'émission, c'est Motivation Première. Si je t'ai invité, c'est parce que on s'est rencontrés depuis peu, grâce à, entre autres, à Michel Jean-Baptiste, qui a écrit un livre Vie pro, vie perso. C'est lors d'ailleurs d'une dédicace commune qu'on a eu le privilège de mon livre que tu as ici et de ton livre, et ce qui veut dire également l'intérêt, je peux le montrer à nos amis, et l'intérêt également de faire des dédicaces, parce que ça permet de rencontrer des auteurs. Est-ce qu'il est bien dans le champ? C'est un livre que j'ai écrit il y a 3 ans, qui reprend plus ma reconversion que ma carrière sportive, puisque il y a 20 ans, après mon accident, j'avais écrit un premier livre avec Renaud de la Borderie, chez Solar, Drapeau rouge. J'étais arrêté de la course pour raisons graves, c'était un peu négatif, et j'ai voulu faire un deuxième livre plus positif par rapport à ma reconversion et au fait que depuis 25 ans, finalement, je suis pas malheureux, je vis bien mon handicap. Et on va en parler. Alors, plus positif, oui, il est positif. C'est pour ça d'ailleurs, donc, tu as eu la gentillesse de me le dédicacer. Je l'ai lu dans le TGV pendant les vacances d'hiver. Et alors, je voudrais lire, parce que le 4e de couve qui est bon, qui est intéressant, parce qu'un 4e de couve est toujours difficile à réaliser, à écrire, et là il reflète bien. Non, ma vie ne s'est pas arrêtée le 15 mars 1989. C'est vrai, une fois conscient que je ne remarcherai jamais, j'ai cru, moi aussi, que mon existence s'était à jamais figée dans la carcasse de ma voiture écrasée, lors de ces funestes essais du Grand Prix de Formule 1 Rio de Janeiro. Plus de 20 ans ont passé. Je n'ai pas retrouvé la mobilité de mes membres, mais je continue de vivre à fond ma vie. D'ailleurs, d'où le sous-titre. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 existences. La première, où j'ai tout sacrifié et voué au sport automobile, on en reparlera. Échelon après échelon, j'ai atteint le sommet en devenant pilote de Formule 1. Et Dieu sait que c'est difficile, c'est vraiment une élite. Il y a combien de pilotes de Formule 1 aujourd'hui? 25, 30? Actuellement, il n'y en a que 18 malheureusement, mais à mon époque, il y en avait 26. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment une élite. Au monde. C'est-à-dire que c'est une pyramide, on part du karting, on espère accéder à l'automobile, la Formule 3, qui est un championnat national, puis la Formule 2, qui est un championnat européen, ou pacifique, ou européen pour l'Europe, bien sûr. Pacifique, c'est pour l'Asie. Ah oui, Atlantique pour les États-Unis. Cherchez le 3e. Et ensuite, effectivement, championnat du monde, c'est la Formule 1. Maintenant, il y a d'autres appellations. Depuis 25 ans, ça a un peu changé. On dit plus Formule 2, on dit GP2, mais c'est pareil, on arrive à GP1. Il faut déjà y arriver. Enfin, voilà. C'est tout un tas de une pyramide, et il faut gagner en Formule 3 au niveau national, pour ensuite passer à l'échelon de la Formule 2 ou du GP2 européen ici en Europe. Et le vainqueur en général de la Formule 2 ou de la GP2 passe en Formule 1. Les vainqueurs du championnat de Formule 1 2014, Nico Rosberg et Lewis Hamilton ont gagné le GP2 successivement dans les années, à la fin des années 2000, avant d'accéder à la Formule 1. Donc c'est vraiment ils ont réellement une historique. On n'arrive pas en Formule 1 par hasard. Non, en principe, les 26 pilotes de Formule 1, enfin malheureusement il y a moins d'écuries maintenant, il n'y a plus que 18 à 20 pilotes, sont tous des bons pilotes puisqu'ils ont fait leurs preuves dans les disciplines avant. Et il faut dire que le championnat du monde de Formule 1 est plus un championnat de constructeurs que de pilotes maintenant, puisqu'on voit bien Nico Rosberg et Lewis Hamilton sont bagarrés toute l'année 2014 parce que leur voiture, la Mercedes, était la meilleure voiture. Certains voudraient revenir d'ailleurs plus à un côté pilotage. Oui, on voit bien que c'est Sébastien Vettel qui était 4 fois champion du monde parce que sa Red Bull Renault était la meilleure de 2010 à 2013. Eh bien, elle n'a pas mis un pied devant l'autre en 2014 parce que la Mercedes était meilleure. C'est ça. Et que donc Hamilton et Rosberg l'ont devancé. C'est bien une preuve que c'est un championnat du monde des constructeurs de Formule 1, ce que a voulu un peu la FIA d'ailleurs, puisque
Ça doit rebondir sur les voitures de série, donc c'est pas plus mal, mais c'est pas un championnat du monde de pilote. Non. Et en plus de ça, je pense que c'est pas parce qu'on a un bon pilote qu'on va forcément accéder en F1, parce qu'il y a d'autres paramètres. Il y a plus que 26 pilotes au monde capables de piloter des Formule 1. Oui. Et ce qui fait qu'on arrive en Formule 1, c'est une succession de choses, les performances que, d'une part, que beaucoup plus de pilotes sont capables de faire, et avec outre le talent, ça se travaille le talent avec l'expérience. Si on a commencé très jeune par le karting, qu'on a du talent, il faut le travailler. Beaucoup plus que 26 pilotes au monde sont capables de piloter des Formule 1. Mais ensuite, il faut avoir des sponsors, il faut avoir la bonne nationalité, le bon profil, voilà, le bon. Ce que le grand public ne sait pas toujours. Non. Parce que c'est important, parce qu'on pourrait se dire, bon, il y a qu'une élite qui sont bons. Non, il y en a plus qui sont bons. Mais il faut avoir un certain nombre d'éléments, comme tu viens de le dire, le sponsoring, enfin, tous ces éléments qui sont pas toujours révélés. En France, on a eu la chance, à mon époque, d'avoir la filière Elf. C'est ça. Elf était racheté par Total, et maintenant une marque d'huile qui n'est plus grand public, dont on ne fait plus de sponsoring. À mon époque, c'était pas le cas. C'est une marque d'essence qui avait besoin de sponsoring, qui s'est appuyée sur la Formule 1, notamment pour vecteur de communication de sa marque dans les années de 67 à 2002 exactement. Elf a été créé en 67 avec des fameux ronds rouges. C'est ça. Et ça a été vraiment leur vecteur de communication que de soutenir les pilotes français en Formule 1. J'ai bénéficié de cela, et j'ai débuté en tant que pilote d'essai donc chez Renault, soutenu par Elf. Et j'ai, comme Alain Prost, comme Patrick Tambay, comme Didier Pironi, comme Jacques Lafitte, comme beaucoup d'autres, Patrick Depailler, etc. Donc j'ai eu de la chance d'être dans cette bonne filière qui n'existe plus depuis 2002, d'où d'ailleurs un petit peu l'impasse des pilotes français en Formule 1 dans les années 2000, parce que Elf n'était plus là pour soutenir toute cette filière de la Formule 3 à la Formule 1. Ouais. Heureusement, il y a d'autres filières qui sont créées, dont la filière Red Bull, dont a bénéficié notamment Jean-Éric Vergne, la filière Ferrari Academy, dont a bénéficié Jules Bianchi, on va en reparler, mais également, même il y a une filière, mais bon, Charles Pic, c'était Lagardère qui avait lancé aussi comme dans le tennis, son académie, il appelle ça Lagardère Academy. Oui, c'est vrai. Ils ont ouvert une branche Formule 1 avec Charles Pic, Olivier Panis. Il n'y a pas de pilote actuellement financé cette année, en tout cas en 2015, par Lagardère Academy. Donc il y a d'autres filières qui sont créées à côté de Elf en France. Et bon, ça, on a eu la chance d'avoir 4 pilotes de Formule 1 il y a 2 ans. Bon, avec l'accident de Jules Bianchi et le fait que Jean-Éric Vergne n'ait pas été retenu comme titulaire chez Red Bull, bon, il a rebondi comme 3e pilote Ferrari, heureusement, fait qu'on aura 2 pilotes français en Formule 1. Romain Grosjean, qui reste chez Lotus Renault. Non, c'est plus Lotus Renault, c'est Mercedes maintenant, puisqu'ils changent de moteur. Ils ont un moteur Mercedes qui est le meilleur depuis l'année dernière, depuis que ce sont des moteurs hybrides. On verra, Renault va peut-être rebondir en 2015, mais en tous les cas, donc Lotus a décidé de changer de moteur, de passer du Renault Mercedes en 2015. Toujours gardé comme pilote Romain Grosjean, qui sera donc en Formule 1 encore en 2015, et Jean-Éric Vergne, qui devrait, en tant que 3e pilote Ferrari, aux côtés de non plus Fernando Alonso qui est parti chez McLaren, mais de Sébastien Vettel, qui a rejoint Ferrari, et donc de Kimi Räikkönen, qui reste une dernière année, je pense, chez Ferrari. Ça va se battre très dur entre les 2 pilotes suppléants que sont le Mexicain Esteban Gutiérrez, soutenu par l'homme le plus riche du monde, Carlos Slim. Oui, donc je pense que Carlos Slim a mis la main à la poche pour que son poulain mexicain puisse être 3e pilote Ferrari. Absolument. Quant à Jean-Éric Vergne, c'est par son talent et son expérience du simulateur Red Bull qu'il utilise depuis 3-4 ans maintenant, qu'il a été donc recruté par Ferrari pour mettre au point le simulateur de conduite. Il faut savoir qu'avant d'aller sur un Grand Prix, sur une piste, les pilotes toute la semaine règlent leur voiture sur simulateur. Ce qui n'existait pas. Ah non, à mon époque. À ton époque, si je puis dire. Non, il n'y avait pas ça. Et le simulateur de Ferrari n'est pas reconnu pour ne pas être au point, d'où les contre-performances des années passées. Et donc, on sait que le simulateur Red Bull est le meilleur,
Donc ils ont recruté Jean-Éric Vergne pour mettre au point le simulateur. Non pas la Formule 1, mais le simulateur Ferrari. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un pilote n'a plus besoin d'aller, ou moins besoin d'aller sur la piste. Sur la piste. Non, c'est pas qu'il a moins besoin, c'est interdit. Pour des raisons de réduction de coûts. Réduction de coûts, depuis quelques années, les essais qui étaient illimités à mon époque, et pas de simulateur, mais les essais étaient limités. Là, les essais sont limités, ils sont interdits l'hiver, ils sont interdits entre les Grands Prix, et il y a quelques jours autorisés. D'accord. Donc, c'est des séances communes d'essais, comme il y en a à partir de fin janvier, début février à Barcelone, en Espagne, pour des raisons climatiques. Ça se passe en Espagne ou à Dubaï. D'accord. Donc pas à Dubaï, pardon, à Bahreïn. Mais alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on va s'amuser dans une salle de jeu avec où il y a le volant et le circuit, c'est un peu ça. Les pilotes de Formule 1 s'entraînent toute la semaine. C'est ça. Ils jouent toute la semaine, quoi, entre guillemets. Ils jouent pas, oui. Je veux pas dire ça parce que moi, je travaille maintenant à la direction de la sécurité routière et je milite pour que l'éducation routière des enfants se fasse via les simulateurs. Ça serait une très bonne idée. Moi, on me rétorque à l'éducation nationale, non, parce que ça ressemble trop à des jeux. Donc, je veux pas dire qu'ils jouent avec les simulateurs parce qu'on apprend aux pilotes de ligne chez Air France à piloter sur simulateur, très efficace, sur des vérins, etc., qui reproduisent des situations d'urgence. Par exemple, atterrir sur un train, atterrir avec de la grêle, ou par manque de visibilité dans le brouillard. Bien sûr. Bon, et en voiture, on devrait faire ça aussi pour la conduite automobile des enfants très jeunes. Absolument. Moi, je milite parce que plus on apprend jeune, le cerveau d'un enfant est une éponge avant 10 ans. Et si on regarde la vie d'un sportif champion olympique ou champion du monde, il a toujours commencé son sport, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le judo, que ce soit la natation, il a commencé avant 10 ans. C'est pas un hasard, c'est parce que les réflexes ont été aiguisés vers ce sport, parce qu'il a commencé jeune. Et ensuite, le travail qu'il aura accompli en entraînement et en mise au point, bref. Et puis je pense que les enfants vont adorer de faire ça. Ils vont avoir une sensibilité. Ils devraient aimer, et donc ça sera complémentaire de ce qui est déjà en place à l'éducation nationale avec les sécurités routières, à savoir l'attestation scolaire de sécurité routière en 5e, le brevet de sécurité routière en 4e, et parallèlement, il faut faire de la pratique. Il n'y a pas que le code de la route. Bien sûr. Voilà. Mais on reparlera de cela. Je fais juste, tout à l'heure, tu parlais de noms prestigieux de pilotes de ton époque. Est-ce que tu es toujours en relation avec ces pilotes ? Bien sûr, malheureusement, je les ai tous revus lundi dernier, à l'occasion des obsèques de mon parrain sportif, Jean-Pierre Beltoise, puisque j'étais lauréat de l'école de pilotage Jean-Pierre Beltoise sur les circuits de l'Aide-Non près de Nîmes en 77, ça me rajeunit pas. Ah, mais c'est toute une époque. Et il y avait tous les pilotes qui étaient là, de Jackie Stewart qui est venu m'embrasser, parce que Jackie Stewart m'a recruté chez Tyrrell en 86 et 87, il était donc conseiller de Ken Tyrrell, avec qui il avait été champion du monde dans les années 70. Et il faut pas oublier que Jean-Pierre Beltoise également était le beau-frère de François Sevère. Sevère, qui s'était tué dans cette écurie Tyrrell au Canada, non? Aux États-Unis, à Watkins Glen, le 6 octobre 1973. C'est ça. Moi, j'ai couru avec sa voiture numéro 4 en 86, c'est-à-dire 13 ans plus tard, recruté par Jackie Stewart, qui était le public relation de l'écurie Tyrrell, avec qui il avait été 3 fois champion du monde, grâce à Elf. On revient à Elf, qui avait aidé François Sevère, parce que je l'ai oublié dans la liste tout à l'heure, de pilotes soutenus par Elf. Donc en fait, il faut des occasions comme celle-ci pour renouer des contacts ou se Ah non, là, c'est une occasion récente cette semaine, dans des circonstances tristes, puisque c'était... ceci étant, j'ai jamais vu l'église donc remplie de 500 personnes avec une tente à l'extérieur, y compris le prêtre, applaudir quand même le cercueil, parce qu'en fait c'est Michel Beltoise, le frère de Jean-Pierre Beltoise, qui a voulu donc des obsèques joyeuses. Et il est traiteur, il avait l'habitude de faire des soirées avec son frère, et avec tous les gens qui étaient là, les pilotes notamment, parce qu'il y avait tous les pilotes français que j'ai cités tout à l'heure, qui étaient là, Jean-Pierre Jabouille, que j'ai oublié d'ailleurs, à Philippe Alliot, que j'avais oublié aussi, parce qu'il y a une longue liste. Bon, moi j'étais un peu à part là-dedans, puisque j'étais le seul à être parrainé par Jean-Pierre Beltoise, qui m'a beaucoup aidé également après mon accident, pendant ma reconversion, puisqu'il a parrainé également, non pas ma carrière sportive, mais ma reconversion
via le Jacadi Trophy. On revient à la sécurité routière des jeunes. On en parle dans le livre. Jacadi étant mon partenaire sur la montée de mon casque depuis la Formule 3. Une fois que j'ai eu mon accident, le président de Jacadi, Patrick Hamel, m'a dit qu'est-ce que on fait maintenant, et on a eu l'idée de ce Jacadi Trophy qui était leur cible de vêtements pour enfants, ça, oui. Des enfants, et de faire un trophée avec des petites Yamaha 50 cm3 et des petites Jeeps de sensibilisation pour les enfants à la sécurité routière. Et on a bien sûr demandé à mon parrain sportif de l'époque, Jean-Pierre Beltoise, s'il voulait bien, puisqu'il s'était reconverti lui aussi dans la sécurité routière avec son école Conduire Juste, sur le circuit de Trappes, de nous parrainer. Il nous a parrainé pendant 10 ans, de 91 à 2001. C'est ça, c'est ça. Et alors, est-ce que vous aviez une motivation commune, tous ensemble? Avec Jean-Pierre Beltoise et Philippe Monneray, qui était à ses obsèques, qui est un pilote moto dont le père Georges Monneray avait fait débuter Jean-Pierre Beltoise, et qui était aux obsèques, qui a pris la parole avec le curé et Michel Beltoise, donc dans cette église lundi. Lui aussi a créé 2 auto-écoles à Paris, à Boulogne et à Paris 17e. Philippe Monneray, qui est connu d'ailleurs, qui a été pilote moto, comme Jean-Pierre Beltoise, qui avait été aidé, je l'ai appris lors de ses obsèques, par Georges Monneray, le père de Philippe Monneray, qui avait aidé Jean-Pierre Beltoise, tout jeune pilote de moto à l'époque. Et donc la boucle était bouclée, puisque Philippe Monneray expliquait que grâce à son papa, Jean-Pierre Beltoise avait débuté en moto, puis en automobile, que lui avait repris le virus de son papa, Philippe Monneray, en courant en moto, et que maintenant il s'était reconverti comme Jean-Pierre Beltoise, et moi-même d'ailleurs, dans la sécurité routière, en créant 2 auto-écoles et aussi un circuit de moto à Meudon, la montée de la 118, où il fait passer les BSR, les brevets de sécurité routière, aux jeunes de 14 ans. Donc il y avait quand même un lien commun entre Philippe Monneray, Jean-Pierre Beltoise et moi-même, qui est de former les jeunes à la sécurité routière. C'est important aujourd'hui de s'occuper de ça. Pour toi, est-ce que c'est une c'est pas important, c'est primordial. C'est quelque chose qui n'est pas pris en compte par les politiques. Je travaille au ministère de l'Intérieur et je vois bien ce qu'il en est. Il faut un résultat à court terme. Et former un jeune de 6, 7, 8 ans via le karting ou les petites motos, ou via des opérations de sensibilisation à la sécurité routière pratiques comme ça, ou des simulateurs, le résultat il est 10 ans plus tard quand ils passeront le permis à 17, 18 ans. Absolument. On vient d'avancer la conduite accompagnée à 15 ans, et, avec la possibilité de passer le permis à 17 ans et demi. Mais le résultat, donc, il est 10 ans plus tard. Donc, ça ne plaît pas trop politique de pas voir le fruit immédiat de leurs actions. Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu es venu à cela et c'est une de tes motivations par rapport à ton parcours, à ton accident, ou est-ce que tu penses que ça aurait quand même fait partie de toi et que c'est un peu difficile? Je pense que quand on est pilote automobile, on reste passionné d'automobile. Moi, je suis resté passionné d'automobile. Et que ma reconversion est passée par le karting. Je me suis rendu compte que le karting était interdit sur les circuits indoor, notamment aux moins de 16 ans. J'ai tout fait auprès du ministère des Sports pour obtenir un règlement donc qui permette aux enfants de faire du karting à partir de 7 ans. Et comme je venais d'organiser le Jacadi Trophy pendant 10 ans, parrainé par Jean-Pierre Beltoise, je me suis rendu compte que, à côté des petites Yamaha 50 cm3, on pouvait, au lieu de mettre des Jeeps 4x4 qu'on avait utilisés par défaut au Jacadi Trophy, que le karting était un parfait vecteur d'apprentissage à la conduite sur 4 roues pour rattraper par exemple un dérapage sur la neige ou sur la pluie, ou bon, avoir des sensations sur 4 roues qu'on retrouve dans l'automobile. D'ailleurs, c'est par hasard si tous les pilotes de Formule 1 ont débuté par le karting. On revient aux jeunes champions du monde ou olympiques qui ont tous débuté leur sport très jeunes. En Formule 1, on a tous débuté par le karting. À 2 exceptions près, qui sont drôles à rappeler, à l'exception de Jacques Villeneuve et de Damon Hill. Alors, je pense que les parents respectifs, comme d'ailleurs le père de Nicolas Prost, Alain Prost, a empêché son fils de faire du karting, comme les enfants de Jean-Pierre Beltoise, Anthony et Julien, qui regrettent de ne pas avoir fait du karting d'ailleurs très jeunes, qui n'ont pas pu faire carrière. Anthony fait carrière quand même en GT, et Julien a repris les circuits de son papa pour conduire juste. Mais c'est drôle que ces enfants de pilotes
n'ont pas débuté comme le fils de Keke Rosberg, Nico Rosberg, ou d'autres enfants. C'est quoi? C'est la peur de voir de l'accident. C'est la mère, oui, la mère en général qui dit fais tes études, fais pas comme ton père. Voilà, en général, c'est ce qui s'est passé pour Jacques Villeneuve, qui malgré tout a été champion du monde, et Damon Hill qui a été champion du monde. Damon Hill est passé par le motocross, et Jacques Villeneuve a débuté très tardivement, a été quand même champion du monde en passant par la case des championnats américains, Indy, etc. Et la peur de l'accident, c'est quoi? C'est de perdre des points, c'est de s'abîmer, c'est de mourir? Non, la peur de l'accident, c'est les parents. Je vais parler des oui, mais après, j'amène on n'a jamais, donc, quand on est pilote, on n'a jamais la peur de l'accident, sinon on ferait pas pilote de Formule 1. On n'y pense pas, on occulte. En général, on occulte l'accident, enfin c'est pas en général, c'est tout le temps, on occulte l'accident. Pour moi-même, c'était le cas. Je pensais pas à l'accident. Si j'avais pensé à l'accident, je pense pas que j'aurais couru avec cette voiture, cette AGS de Formule 1, avec un arceau de sécurité vissé par 4 vis sur du carbone. Moi qui suis ingénieur des arts et métiers, je pense pas que j'aurais couru avec cette voiture. Voyant l'arceau de sécurité, ça veut bien dire que je montais dans cette voiture sans penser à l'accident. Parce que sinon, j'aurais dit à mon ingénieur, qu'est-ce que c'est que cet arceau de sécurité vissé avec 4 vis? Ce qui est impensable. Ce qui est impensable maintenant, parce qu'après mon accident, il y a eu effectivement les crash tests de 7 tonnes sur le sommet de l'arceau, à 45 degrés. Il y avait les crash tests frontaux, après l'accident de Jacques Lafitte. Avant ça, les crash tests latéraux, après l'accident de Didier Pironi à Hockenheim en 82. Lafitte, c'était en 86. Il y a eu mon accident en 89, avec donc ce fameux crash test sur l'arceau de sécurité que moi j'avais perdu parce qu'il était trop fragile et ça m'a causé le coup du lapin avec le casque. Et justement, ensuite, il y a eu l'obligation de porter le HANS, le Head and Neck Support. C'était cette pièce de carbone, vous savez, sur les départs de Grand Prix qu'on voit lorsque les pilotes mettent leur casque, ils mettent ce HANS derrière qui est relié au casque. Entre guillemets. C'est une collerette qui limite l'amplitude du casque, qui est pris par le harnais dans les épaules, et qui empêche au casque d'avoir des mouvements extrêmes. Ils peuvent bouger, il y a deux sangles reliées au casque, ils peuvent bouger un peu, mais ça leur évite le coup du lapin que j'ai eu. Du coup, je suis c'est le cas de le dire, du coup, le seul pilote tétraplégique, puisqu'il n'y a pas eu d'accident grave depuis. Je parle pas de Jules Bianchi, on va en reparler, mais parce que là c'est une succession d'erreurs humaines et de mauvais concours de circonstances qui ont abouti à cet accident du Grand Prix du Japon en début octobre dernier. Mais il n'y a pas eu d'accident. On pense à Kubica à Montréal, par exemple, Robert Kubica qui avait fait des tonneaux. Ayrton Senna, avant son accident, avait fait des tonneaux entre 90 et 95, mais grâce à cet arceau renforcé, il n'y a jamais eu de problème après des tonneaux de Formule 1. On peut pas être Jules Bianchi. Jules Bianchi a bénéficié de puisque c'est sauvé la vie de ces avancées de sécurité passive des voitures, l'arceau de sécurité notamment, et lui ont sauvé la vie. Mais le problème maintenant, c'est que le fusible, je dirais, c'est le corps du pilote. Et dans le cas de Jules Bianchi, ces éléments de sécurité lui ont sauvé la vie, parce qu'il serait peut-être mort avec le coup du lapin, parce qu'il a une décélération telle et un choc tel que je pense que ça aurait peut-être fait comme Roland Ratzenberger, qu'on oublie souvent, qui est mort la veille d'Ayrton Senna à Imola, qui a le coup du lapin. On en parle moins que Senna. Senna, c'est un élément de suspension qui a traversé la visière. Et là aussi, ça a été une avancée, puisque maintenant les visières sont blindées et ça a sauvé la vie de les visières sont blindées depuis l'accident de Senna. D'accord. Parce que Senna, en fait, n'est pas mort du choc à Imola, mais est mort, on le sait maintenant, d'une suspension droite de sa roue avant droite qui lui a traversé la visière. D'accord. Et bien sûr, les yeux et la figure, ce qui est horrible d'ailleurs de penser à ça. Il est mort de cela. Et depuis, les visières sont blindées. Ce qui a sauvé la vie à Felipe Massa au Grand Prix d'Hongrie en 2008. Non, attendez, on est en 2000. Oui, c'était à Budapest, au Grand Prix de Budapest, il y a quelques années. Felipe Massa a pris un élément de suspension de Barrichello qui le devançait. La Ferrari de Barrichello qui a perdu ou la Williams, je sais plus, un ressort de suspension qui est venu taper la visière, vous vous souvenez de Felipe Massa dans sa Ferrari. C'est Felipe Massa qui aurait préféré Barrichello chez Williams, dans la visière, et l'accident de Senna qui a fait que les visières sont blindées maintenant a sauvé la vie de Felipe Massa. C'est toujours pareil, à chaque fois il y a un accident, il y a des évolutions après un accident.
Donc les Formule 1 sont très sûrs maintenant, la sécurité en Formule 1 est exceptionnelle. Et pour Jules Bianchi, c'est l'exception qui confirme la règle, à savoir erreur humaine. Le Grand Prix qui devait être avancé à cause du typhon qui arrivait de 15h à 11h du matin, discussion pendant 3 jours depuis le jeudi, parce qu'on le savait que ce typhon arrivait, entre la FIA, entre Bernie Ecclestone, qui a dit oui mais les droits télé en Europe, ça va tomber en pleine nuit. Oui. Donc des intérêts financiers qui ont fait qu'ils n'ont pas avancé le Grand Prix. Première erreur, due à des intérêts financiers. Le Grand Prix, effectivement, à 15h n'a pas pu être donné parce qu'il pleuvait trop, c'était prévisible, parce que le typhon était déjà arrivé sur le circuit. Il y a eu une petite accalmie une demi-heure après, le départ a été donné, mais comme le typhon arrivait de toute façon, l'accalmie a été de courte durée, enfin suffisante pour permettre le déroulement du Grand Prix pendant 1h30 quand même. Ouais. Et au bout d'1h50 de Grand Prix, on sait qu'un Grand Prix c'est maximum 2 heures. Eh bien, on était à l'issue du Grand Prix, il y a eu redoublement de la pluie, il a fallu arrêter la course. Deuxième erreur, il fallait arrêter la course. À ce moment-là, la course était jouée de toute façon. Et ensuite, encore une erreur suite à l'accident d'Adrian Sutil et de sa Sauber à cet endroit-là, dans la ligne droite du Grand Prix de Suzuka. Il est sorti de la route, il fallait arrêter le Grand Prix immédiatement ou neutraliser cette zone. Bon, maintenant, la FIA dit que Jules Bianchi est allé trop vite. Bon, aller trop vite en Formule 1, de toute façon, c'est parce qu'il y avait des drapeaux jaunes. C'est vrai qu'on est censé ralentir. Oui. Mais moi, je suis le premier à dire que j'ai jamais tellement ralenti devant un drapeau jaune, parce qu'on essaye de profiter d'un drapeau jaune. Non pas pour doubler, parce que c'est interdit, mais pour doubler quelques centièmes. Ouais, ça, c'est le pilote, c'est comme ça. C'est pas évident, parce que maintenant, il y avait les questions d'assurance. Alors, je reprends une phrase de ton livre. On n'échappe pas à son destin. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à Bianchi? Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à toi? Moi, j'ai une rupture suspension parce que le circuit était trop bosselé, a cassé ma suspension, j'ai fait des tonneaux en ligne droite, j'avais pas les conditions de sécurité, de secours, notamment les secours médicaux ont été très mauvais, et pas de matelas coquille. J'aurais dû, avant de monter dans une voiture à Rio de Janeiro, m'assurer qu'il y avait un hélicoptère qui était là, qu'il y avait des médecins qui étaient là, mais non, on occulte l'accident, donc on pense pas à ça. Bon, il y a quelques pilotes un peu différents, comme Alain Prost, qui pensent à ça. Oui, d'ailleurs, dans la confrontation Prost-Senna, on a toujours dit, Alain Prost, il a toujours une petite marge de sécurité, il prend moins de risques qu'Ayrton Senna. Oui. C'est vrai, ça a été vrai. Ayrton Senna, il est mort, et Alain Prost, il est en vie. Donc peut-être qu'il y a finalement. Oui, c'est vrai qu'avec le recul, on peut dire. Bon, on l'appelle aussi le professeur. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que, bref, on n'est pas pilote de Formule 1 pour non plus. Mais ce qui veut dire on obstrue toute cette partie de. On occulte. Est-ce que je fais un parallèle parce que quand on regarde maintenant ton parcours, après ton accident, tu es entrepreneur. Est-ce qu'un entrepreneur... À la force des choses, j'étais pas assuré, et mon avocat m'a dit à l'époque sur mon lit d'hôpital, si tu veux élever tes enfants, si tu veux continuer à vivre dignement avec ton handicap, il va te coûter cher, il faut retravailler. Donc il a fallu que je retravaille. Mais on peut dire qui est ton avocat, parce que j'ai trouvé ça amusant. Non, c'est pas... Non, vous lirez le livre alors. Par contre, quand on est entrepreneur, parce que bon, moi j'ai évolué aussi dans des milieux d'entrepreneuriat, on y croit, on y va à fond, et on essaye non pas d'occulter, mais on voit que le bon côté des choses. Oui, bon, dans mon livre, je parle des bons côtés des choses, parce que je l'ai voulu positif, ce livre, mais je suis pas arrivé à ça et à cette vie de reconversion pendant 20 ans facilement. C'était dur, j'ai eu aussi des échecs. Les échecs, ça a été par exemple ma piste de karting indoor, j'étais obligé de fermer l'année dernière. Pourtant, elle était connue. Elle était connue, après, non seulement, cette piste était connue comme beaucoup d'autres en France et dans le monde, mais avec le Elf Masters de Bercy en 93, j'ai contribué à faire naître ce sport de loisir qu'est le karting indoor qui n'existait pas avant. J'ai reçu la Légion d'honneur d'ailleurs à l'époque du ministère des Sports pour avoir contribué à faire naître un sport de loisir avec le karting indoor de Bercy, puisque j'avais l'idée un peu farfelue sur mon lit d'hôpital, avec le soutien de Elf. Comme j'ai eu le soutien de Jacques Addy pour Jacques Addy Trophy, c'était mes 2 événements marquants de 92, après 3 ans après mon accident et 3 ans d'hospitalisation et d'éducation. J'ai repris une activité dans l'événementiel avec 2 événements,
Elf Masters de karting à Bercy, Oui, et Jacadi Trophy dont on a parlé tout à l'heure. c'est ça. Grâce à 2 sponsors, Jacadi et Elf, qui m'avaient soutenu toute ma carrière. Et le Elf Masters de Bercy, avec Prost, Senna la première année notamment, et Schumacher la deuxième année face à Prost, ont contribué à faire naître un phénomène mondial, qui a été le karting indoor, parce qu'avant ça, on faisait du karting à l'extérieur. Oui, Et absolument. Bercy a donc prouvé qu'on pouvait faire du karting en indoor. Du coup, multiplication des pistes de karting oui. indoor dans le monde. Dans le monde. J'ai ouvert la mienne à Paris, le Strefkart Porte de la Chapelle, pendant 15 ans, que je viens de fermer l'année dernière. Après aussi un conflit entre associés, parce que quand quelque chose fonctionne bien, eh bien toujours des conflits d'associés. Oui. C'est ce qui s'est passé pour moi, et donc je me suis séparé de mes associés, puis on a fermé la piste pour D'accord. des raisons de loyer trop important qui a augmenté sans cesse Oui. à Plaine Saint-Denis. Oui, d'accord. Mais alors, quand on t'écoute, quand on te lit, on constate quand même qu'il y a des points importants. Il y a l'amitié, parce qu'on constate qu'il y a des personnes Il faut être bien suivent- soutenu, il faut qui te être suivent depuis le début. fidèle, il faut être fidèle en amitié. Fidèle en et amitié. en retour, on a la fidélité de ses sponsors. Ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure, qu'on s'aime et on récolte ce Je qu'on devrais sème. pas dire ça, vous voyez, je suis habillé par Lacoste, ça fait Ouais. 26 ans que la chemise Lacoste m'habille. Et donc, pourquoi il continue à m'habiller et à être partenaire, comme BMW, comme d'autres marques que je vais pas citer. Il y a une régularité. C'est qu'il y a une régularité, une fidélité dans ces partenariats Oui, que j'ai, et ces partenaires que j'ai su garder même après mon accident. et c'est important, parce que Et bien ça fait souvent- partie aussi du rôle du pilote. Quand on dit pourquoi il n'y a que 26 pilotes en Formule 1, il n'y a pas que savoir bien conduire. Moi d'ailleurs, c'était pas mon plus gros talent, je dirais. C'était parce que j'avais voulu au départ construire mon premier karting quand j'avais 10-11 ans. J'ai construit ma première voiture de course, et moi, ma passion, c'est pas tellement le pilotage, c'était la mécanique. Je suis ingénieur des arts et métiers parce que j'ai voulu D'où tes études. faire ces études-là pour devenir ingénieur en Formule 1 chez Renault Sport, sur le conseil de Gérard Larousse et de François Castin, Ouais. qui était Gazard, qui m'a dit, si tu veux rentrer chez nous, il faut être Gazard. Donc j'ai fait l'école des arts et métiers pour ça, et finalement je suis rentré chez Renault Sport, non pas en tant que Gazard, mais en tant que pilote d'essai d'Alain Prost. D'accord. Et j'ai communiqué avec Jean-Jacques Is et Jean-Claude Migeot, deux Gazard, ingénieurs très connus, qui sont passés Ouais. chez Ferrari après, motoristes, qui étaient les ingénieurs d'équipe d'essai. Donc mes deux ingénieurs étaient Gazard comme moi. Donc ça nous a aidés. Mais je suis arrivé à la Formule 1 plus en tant que technicien, metteur au point, un peu comme à la Prost, plutôt qu'à la Senna, je dirais. Je comprends. Mais enfin, on constate qu'il y a une régularité, une amitié qui sont toujours là. La famille aussi, pour toi, est importante. Oui, ma famille m'a pas mis les bâtons dans les roues. Bon, même si ma mère était morte de peur quand je partais à un Grand Prix, elle me dit va pas trop vite. On peut la comprendre. Donc, non, c'est ma grand-mère qui me dit ça. Va pas trop vite, hein. Donc on va sur un circuit, donc. Bien sûr. Mais comme on reproche à Bianchi d'être allé trop vite à Suzuka, ça c'est encore le côté ridicule de ces communiqués de presse de la FIA. J'en veux beaucoup à la FIA en ce moment. Je suis Ouais, désolé. j'ai l'impression. Et d'ailleurs, ils m'ont bien rendu parce qu'ils ont fait un démenti sur mes propos dans une interview qui était mal faite par je te laisse du Parisien. simplement dire ce qui s'est passé. puisque- Oui, il s'est passé que le 26 décembre, j'étais interviewé par un stagiaire journaliste du Parisien, qui est étudiant à l'école de communication et de journalisme de Grenoble. Mhm. J'étais à Grenoble, il m'a interviewé pendant 3/4 d'heure sur ma vie en fauteuil roulant, et puis dans les quelques minutes qui restaient au téléphone, il m'a dit est-ce que ça risque de se passer pour Schumacher, de se retrouver en fauteuil roulant et de pouvoir conduire comme vous une voiture. J'ai tout simplement répondu qu'on était 1 an après l'accident, et que 1 an après l'accident on pouvait rien dire, parce qu'en général c'est 2 à 3 ans après qu'on voit si on peut récupérer quelque chose au niveau du cerveau, de la moelle épinière. On le sait bien avec Gérard Saillant qui travaille là-dessus depuis 2010, et même avant dans les études à la Pitié-Salpêtrière sur ces problèmes de récupération de la moelle épinière ou du cerveau. On peut pas dire avant 3 ans, donc pour l'instant on attend, comme pour Jules Bianchi d'ailleurs. Et j'ai simplement dit j'espère qu'il va récupérer. Il est revenu à son domicile dans une chambre médicalisée pour mieux retrouver la mémoire auprès de sa famille, de sa femme et de ses enfants, voilà. Et quant à Jules Bianchi, j'ai simplement dit que malheureusement lui il en était à un stade encore plus récent, donc c'était probablement plus grave encore, parce qu'il y a eu une décélération plus importante qu'une chute de son corps sur un rocher en ski, donc c'était plus grave en Formule 1 avec une décélération plus importante, un choc plus important, et que j'espérais quand même qu'il s'en sorte bien. Et d'ailleurs il est sorti de réanimation au CHU de Nice, il est passé en soins intensifs,
C'est une phase, il va passer en rééducation. C'est bon. Donc j'ai des nouvelles, contrairement à ce qui a été dit dans ces démentis, des nouvelles donc par notamment son grand-père Mauro Bianchi, j'ai des nouvelles par des gros fondateurs et donateurs de l'ICM que j'ai contribué, il faut le dire, contrairement à ce qu'a dit Jean-Todt, mais la FIA a créé de 2002 à 2010. On a inauguré l'ICM en 2010, j'étais présent aux côtés de Gérard Saillon et même de la ministre de la Santé de l'époque et de beaucoup de donateurs et de partenaires. J'ai contribué à rassembler autour de l'ICM. Bon, maintenant on me dit que je travaille plus à l'ICM, c'est vrai parce qu'il y a quelques personnes de l'ICM qui souhaitent plus que je collabore et donc je soutiens d'autres fondations de recherche pour l'épidémie, notamment ce qu'a créé Red Bull. D'accord. Qui s'appelle Wings for Life. Les pilotes Red Bull ont sur leur mentonnière de casque Wings for Life. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire, mais c'est une fondation dotée de 8 millions d'euros par an, qui a été créée par un pilote Red Bull de moto, champion du monde de motocross, qui a été tétraplégique au Paris-Dakar, qui s'appelle Hans Kinnegartner. Et Red Bull donc l'a suivi dans cette idée de fondation de recherche pour la pépinière, Wings for Life, puisqu'on sait que Red Bull communique sur ses Formule 1 en disant Red Bull give you wings. Et bien voilà, c'est la suite du slogan Wings for Life, qui est donc je soutiens maintenant à défaut de pouvoir soutenir l'ICM qui serait à la pitié pour différentes raisons. Et sachant juste que ce même professeur Gérard Saillant t'a fait la préface. Parce qu'on s'entendait encore bien il y a 3 ans. Et alors, je prends juste une phrase parce qu'elle m'a interpellé quand même. Il dit dans cette préface, te concernant, suite à ton accident, c'est le même homme, identique dans sa tête, différent dans son corps qui s'est reconstruit. Ma question, c'est de dire, après un tel accident, après une remise en question de sa vie, est-ce qu'on est pareil dans sa tête? On n'est pas pareil dans sa tête. De toute façon, j'ai des phases suicidaires pendant les 3 ans d'hospitalisation et de rééducation. C'était très difficile. J'étais bien soigné puisque Gérard Saillant a pris le premier avion. J'oublierai jamais, je lui serai reconnaissant éternellement, même si on s'entend pas bien en ce moment. Il a à sa décharge des circonstances de santé qui l'empêchent aussi de travailler normalement. Donc après un tel accident, on n'est plus pareil dans sa tête. Non, et surtout on a peur de rien, Mais alors est-ce que 20 ans après ou plus, est-ce qu'il y a toujours des colères, des non-dits, des frustrations, des choses comme ça? Ah non, moi j'ai des colères, mais je l'ai dit. C'est pas des non-dits, je l'ai dit. Oui, mais tu les gardes pas. je dis ça parce que tu as eu dédicacé un livre que j'ai publié de Chantal Robert, qui est accident de la route. Absolument. Que d'ailleurs je salue si elle nous entend. Je lui ai Chantal, dit que, si tu es là, je lui ai dit qu'on était ensemble ce matin. Tous mes vœux pour 2015. Elle, beaucoup de colère. Bon, elle, c'est un accident de la route, c'est encore différent. Elle est frustrée parce qu'elle a des douleurs donc qui font que... puis c'est une femme, pour une femme qui était très belle, se retrouver, c'est un peu, je fais un parallèle avec Diane Barrière, qui est devenue tétraplégique aussi après avoir dirigé le groupe Barrière de son père, avec Dominique de Seine, son mari, qui était une femme reconnue dans le monde entier, qui voyageait beaucoup, qui était très belle, s'est retrouvée dans un fauteuil roulant au fond de son lit. Moi, je suis allé la voir pour lui remonter le moral plusieurs fois, mais elle n'arrivait pas à sortir de cet accident et de sa situation qui la rendait diminuée. Elle supportait pas de se voir dans une glace, elle supportait pas le fauteuil roulant. Bon, moi, j'ai eu cette période pendant 3-5 ans, de 89 à 94 à peu près. Et puis, les Health Masters de 93 m'ont prouvé que je pouvais travailler, finalement, peu importe le fauteuil roulant. Et je dirais que mon plus gros handicap, c'est pas le fauteuil roulant, c'est ma dépendance. Vous voyez, je peux pas manger tout seul, je peux pas boire, j'ai pas d'usage je bouge mes épaules, ce qui me permet quand même de conduire avec un mini-manche. Ah mais ça, je trouve c'est formidable. Ça. Mais je peux pas faire les gestes de la vie quotidienne seul, et ça me frustre parce que j'ai tendance à être comme j'étais en Formule 1, à savoir pour devenir pilote de Formule 1, on a oublié une qualité qu'il faut avoir, qui est un défaut dans la vie, mais il faut être perfectionniste. Parce que être pilote de Formule 1, c'est une succession de détails pour gagner des grands prix qui font que il faut tout mettre bout à bout pour être meilleur que les autres qui sont déjà bons. Parce que tous les pilotes de Formule 1 sont très bons. Donc pour faire la différence entre 26 pilotes de Formule 1, outre la voiture,
qu'il faut mettre au point, mais il faut la mettre au point avec une section de petits détails, mais ça va de l'entraînement physique à son équipement, le casque un peu plus léger, s'entraîner à muscler son cou pour pas avoir des problèmes de crampes pendant la course. Enfin, il y a plein de détails qu'il faut réfléchir comme ça. C'est vraiment un sport. En plus, il faut s'entraîner en endurance, parce que ça dure 2 heures où on perd 4 litres d'eau. Enfin, c'est vraiment un sport, la Formule 1. Contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas assis dans un baquet harnaché. On est harnaché, toute la partie haute du corps, c'est-à-dire les bras, la tête, le cou. Moi, les premiers tours en Formule 1 que j'ai fait au Castellet avec la Renault, j'avais pu à soutenir mon casque qui partait comme ça avec la force centrifuge, et j'étais obligé de m'arrêter au bout de 5 tours en disant mon cou est pas assez musclé. On peut plus. Et après, je me suis mis à faire tous les jours des gestes je mettais des poids accroché à un casque pour me muscler le cou tous les matins. Et après, j'ai tenu mon casque en Formule 1, mais tout ça, c'est pour ça que les pilotes de Formule 1 ont tous un coup comme ça, parce qu'on est obligé c'est les seules parties du corps. C'est bien le problème de Jules Bianchi d'ailleurs, malgré les Hans, qui lui a sauvé la vie, mais c'est que la tête est libre et les bras sont libres. Le reste est harnaché et scotché à la voiture pour bien ressentir toutes les sensations du châssis. Mais c'est le fusible maintenant. Le fusible, c'est le cerveau, comme Jules Bianchi à l'intérieur de la boîte crânienne, et ce sont malheureusement ces muscles du cou et des bras qu'il faut muscler. Donc c'est vraiment un véritable sport. Ah oui, non, mais c'est sûr que quand on est un sportif de haut niveau, on s'imagine pas tout l'entraînement, les sacrifices que ça demande. Les sacrifices, parce qu'il faut pas boire, il faut pas fumer, il faut avoir une hygiène de vie. Et encore, c'est peut-être plus à l'époque de Beltoise que le sport automobile était vécu d'une manière un peu plus. Alors, on le voit bien dans un film qui vient de sortir l'année dernière, qui est Rush. Oui. Qui était l'époque juste après Beltoise. Non, c'était Beltoise aussi, et Lafitte surtout, qui l'avait remplacé chez Ligier. Qui a couru dans ces années 70 avec Niki Lauda et James Hunt. Alors James Hunt était encore effectivement un pilote qui jouissait de la vie, qui fumait, mais on le retrouve aussi dans d'autres sports comme le tennis et autres. L'état d'esprit était différent quand même. Parce que le sport s'est professionnalisé. Il y a beaucoup, surtout en Formule 1, je le disais tout à l'heure, d'argent en jeu, donc on ne peut plus s'amuser avec ça. Et lorsqu'on est employé d'une entreprise de 500 personnes, parce que maintenant il y a 500 personnes dans les écuries de Formule 1, qui sont tous des salariés qui attendent après le pilote de finir le dernier échelon, parce que le premier échelon c'est construire la voiture, la mettre au point, et puis je dirais qu'après il y a 2 heures de Grand Prix, après 3 jours d'essai, enfin 2 jours d'essai le vendredi et le samedi, et que le pilotage c'est le dernier maillon de la chaîne. Il faut être bon pilote, mais avant d'être bon pilote, il faut être bon metteur au point. Avant d'être bon metteur au point, il faut être en forme physiquement, il faut se préparer. Bien sûr. Il faut avoir eu des sponsors avant qui vous soutiennent, donc il faut être fidèle avec ses partenaires. Il faut faire des relations publiques, il faut faire des interviews à la télévision, n'est-ce pas ? Ah mais absolument, oui, mais c'est ça. Voilà, donc c'est tout un pression. Il faut avoir un sacré mental pour ça. Quand on prend le départ d'un Grand Prix, on sait qu'on a 500 personnes derrière soi qui ont travaillé pour ça, pour vous donner la meilleure voiture au monde. Et des millions en jeu. Des millions en jeu, et que si vous foutez la voiture au premier virage dans le mur, et ben vous êtes le premier à sortir de la voiture la tête baissée. On le voit souvent à la télé, d'ailleurs les pilotes s'en veulent beaucoup, jettent le casque, enfin pas le casque mais les gants. Et moi je me souviendrai toujours du départ de mon premier Grand Prix. En fait j'étais pilote d'essai en 83 et 84 tout en courant le championnat du monde de Formule 2, championnat d'Europe de Formule 2 pour AGS. J'ai été pilote d'essai donc en championnat du monde de Formule 1 aux côtés d'Alain Prost en 83 et de Patrick Tambay en 84. Puisqu'Alain Prost était parti chez McLaren en 84 et remplacé par Patrick Tambay. Et Gérard Larousse m'a donné l'opportunité, en remerciement de ces 2 années d'essai, puisqu'il n'avait pas encore recruté, ce qui a été le cas l'année d'après chez Ligier, en tant que directeur sportif. Il m'a donné l'opportunité fin 84, puisque je venais de gagner la finale du championnat d'Europe de Formule 2 à Brands Hatch. Il m'a appelé le lundi matin pour me dire, écoute, je te fais débuter en Grand Prix pour te remercier des essais que tu as fait. Ça a été donc au mois d'octobre à Estoril 84, dernier Grand Prix de la saison 84, où Alain Prost et Niki Lauda sur McLaren tag Porsche se bagarraient pour le titre de champion du monde. Ouais. Et j'ai eu la chance, parce que c'était un bon résultat finalement aux essais, d'être en 6e ligne aux côtés de Niki Lauda, pour qui c'était une contre-performance, puisqu'il se bagarrait avec Alain Prost qui était devant lui aux essais, sur la première ou la 2e ligne, je me souviens plus, qui se bagarrait pour le championnat du monde, et qu'il est venu me voir sur la pré-grille une demi-heure avant le départ, quand on amène la voiture des stands à la grille de départ, qu'on sort en général, puisqu'il y a une demi-heure de la voiture,
Et Nick Lauda est venu me voir et me dire, Philippe, on n'est pas en Formule 2, encore moins en Formule 3. Donc là, je joue les championnats du monde là maintenant, face à un Prost qui est devant sur la grille, donc ne viens pas m'accrocher au départ. Je me souviens d'être parti aux toilettes et de me dire, c'est pas possible, je vais avoir toutes les caméras du monde parce que je pars à côté de Niki Lauda. Et si je l'accroche au départ, du coup j'ai raté mon départ. Mon premier départ de mon premier Grand Prix, j'ai réussi les essais, mais j'ai raté mon départ. Pas grave parce qu'après j'ai eu une rupture de suspension parce que justement, en tant que pilote, troisième pilote d'essai, j'avais une suspension expérimentale en vue de l'année suivante. Et puis voilà, mais voilà, pour vous dire que effectivement on a une pression telle que moi elle avait été décuplée par propos de Niki Lauda une demi-heure avant, qui m'avait dit surtout tu m'accroches pas parce que je joue le championnat du monde. D'ailleurs il a été champion du monde 2 heures après pour un demi-point devant un Prost. Ouais, quoi, heureusement je l'avais pas accroché. Absolument. Donc il doit une fière chandelle. Non, l'année d'après, remarquez, pour rebondir là-dessus, j'ai été 5e aux essais, donc encore mieux placé sur une Ligier Renault. À Ligier, oui. Devant Alain Prost qui était sur sa McLaren 6e au sur la grille de départ, qui est venu me voir aussi. J'ai une photo dans mon bureau de cela où il est sur la grille de départ. Moi j'étais en bleu gitane et lui en rouge Marlboro avec sa McLaren. Et il m'a dit la même chose que Lauda. Il m'a dit ne m'accroche pas au départ. Là pour une fois j'étais devant lui 5e en étant 3e ligne. Hein. Ouais. Et il a été champion du monde pour la première fois également en 85 à Brandsatch ce jour-là. Bravo, bravo. Heureusement que non plus je ne l'ai pas accroché. Mais ce qui est étonnant, bon, dans une de mes activités, je m'occupe de préparer la motivation à la performance des athlètes de haut niveau et des dirigeants. Mais dans le côté athlète, je suis stupéfait à chaque fois de la mémoire, quelle que soit la discipline, hein, de la mémoire de chacun des athlètes. Parce que la preuve, tu es en train de citer précisément tel. Oh, c'est des faits marquants de ma carrière et de ma vie quand même. Mais on part à côté d'un Niki Lauda lors de son premier Grand Prix sur la grille de départ. Oui. On part à côté d'un Prost qui est champion du monde 2 heures après. On ne peut pas ne pas s'en souvenir. Mais je suis sûr que si on prenait plus de temps à discuter, tu as plein en mémoire. Je connais toutes mes courses de Formule 3. Moi, j'ai commencé en Formule 3 avec ma propre écurie. J'ai construit ma première voiture de course avant ça. J'ai gagné 2 écoles de pilotage. Je suis le seul pilote au monde à avoir gagné 2 écoles de pilotage. D'avoir été lauréat de l'école de pilotage Jean-Pierre Beltoise, j'en parlais tout à l'heure, sur le circuit de l'Ednon, et l'année d'après d'être lauréat de l'école de pilotage de Nogaro. Donc chaque fois, ça m'a donné un budget, une voiture pour courir l'année suivante. Sûr. Donc j'ai démarré comme ça au départ. Après, il y a eu le relais de Elf, ça coûtait trop cher. Mais Elf me disait quelque chose, à tous ces pilotes d'ailleurs aussi, une année pour apprendre, une année pour gagner. Donc on avait 2 années pour faire ses preuves dans chaque discipline. Et si on gagnait pas la première année, on apprenait. Si on gagnait la deuxième année, on était soutenu dans une discipline supérieure. On passait de la Formule Renault à la Formule 3, de la Formule 3 à la Formule 2, de la Formule 2 à la Formule 1. Mais si la deuxième année on gagnait pas, on était éjecté. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'était une pression dès la Formule Renault et la Formule 3. Ouais. Et aujourd'hui alors, professionnellement, parlons justement de la possibilité que tu as mise au point de pouvoir conduire. C'est pas tout seul, mais avec des ingénieurs, avec plein de monde. Je vais prendre un verre d'eau parce que là, bien sûr. On va voir que je suis dépendant, je ne suis pas. Donc on va prendre un verre d'eau. Tu vas me donner un verre d'eau. Hein. Avec une petite pause musicale, comme on dit, une respiration musicale. Depuis plus de 20 ans dans ma chaise à moteur, j'ai quand même gardé le cœur à la hauteur des fleurs. Ah ça j'aime bien ma ville, mais j'aime pas ses trottoirs. Vu que mes roues de devant, elles en ont vraiment marre. Chacun sur cette terre a sa part de malheur. Y a ceux qui n'ont pas d'argent, les autres c'est leur couleur. Moi mes jambes sont sans vie, j'ai jamais pu marcher. Mais j'aime tellement la vie que je m'y suis accroché. Alors je cours dans ma tête à mourir. Alors je cours dans ma tête à mourir. Le plus dur c'est le matin, j'aime pas me réveiller. Parfois dans mon sommeil, je rêve que je marchais, que je suis sur une plage avec un cheval noir,
entre la mer et les vagues, il y a cette fille du soir. Alors je cours, je cours, je cours, je cours dans ma tête à en mourir. Alors je cours, et je cours, je cours, je cours dans ma tête à en mourir. Tous les samedis, les copains viennent me voir. On joue à la belote, on fait de la guitare. Les dimanches en hiver, on va au cinéma. Comme il y a des escaliers, ils me portent dans leurs bras. Je me dis qu'un jour prochain, dans le gouvernement, il y aura un ministre dans un fauteuil roulant qui fera voter une loi par tous les députés pour que les boutons des ascenseurs je puisse les appuyer. Tu vois, je cours, je cours, je cours, je cours dans ma tête à en mourir. Tu vois, je cours, je cours, je cours, je cours dans ma tête à en mourir. Tu vois, je cours, je cours, je cours, je cours dans ma tête à en mourir. C'est vrai que je cours, et je cours, et je cours, je cours dans ma tête à en mourir. Eh bien, merci. Donc, nous reprenons. Belle chanson. Merci Jean-Claude. Belle chanson. Et puis, ça va désaltérer, c'est mieux. Ça va mieux. C'est vrai qu'il fait chaud quand même, parce qu'on s'imagine pas. Mais dans les studios, il y a pas mal de lumière, de projecteurs. C'est vrai, tiens. Donc, Philippe, je parlais de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu as permis de faire, de réaliser avec une équipe, bien sûr, parce qu'il y a des ingénieurs derrière. Il y a de mémoire Kempf. Jean-Daniel et Frédéric Kempf, dans le 15e à Paris, Voilà. qui m'ont mis au point ce mini-manche, qui me permet, grâce au fait que j'ai récupéré, grâce à la balénothérapie, l'usage de mes épaules, eh bien, au lieu de manier un fauteuil roulant électrique, Ouais. je me suis rendu compte que je pouvais, peut-être par le même système de joystick, conduire en accélérant, freinant et en tournant la direction comme ça. On a mis 4 ans à le mettre au point avec Matra Automobile sur un Espace 2 à l'époque, Ouais. et le soutien de Renault. Cette Renault Espace ensuite a été homologuée après 4 ans de discussion avec la direction de la sécurité routière où je travaille maintenant. Je les ai tellement ennuyés pour homologuer ce véhicule et pour avoir la possibilité de passer mon permis de conduire, valider mon permis de conduire avec ce système mini-manche, que j'étais le premier à le passer. Et depuis, il y a 500 personnes qui le passent, qui m'ont demandé ils m'ont demandé depuis 2007 de les rejoindre. Donc c'est pour ça que je travaille au ministère de l'Intérieur, à la direction de la sécurité et de la circulation routière, C'est ça. en tant que conseiller technique handicap du délégué interministériel, préfet Jean-Robert Lopez, et via le CRM que j'ai créé avec beaucoup de partenaires à Versailles-Satori, le centre de ressources mobilité handicap, D'accord. fait passer près de 500 permis mini-manche. La deuxième personne handicapée à avoir passé son permis après moi a été le directeur général de l'AFM, Éric Molinier, qui avait contribué à organiser le Téléthon, qui est myopathe depuis sa naissance par définition et qui est quelqu'un de brillant, qui a fait HEC et qui a voulu se déplacer plus facilement aussi dans ses activités. Et donc C'est une liberté retrouvée, ça. C'est une liberté retrouvée. C'est le seul endroit dans ma voiture, une fois que j'ai été harnaché par mon fidèle auxiliaire de vie depuis 12 ans, Nadji, qui est à côté de nous là. Oui. Une fois qu'il m'a harnaché et installé dans la voiture, je suis autonome à 100%. Et alors, est-ce que tu retrouves les mêmes sens? Enfin, est-ce que tu as des sensations? Comment ça se passe? Oui, j'adore être libre à 100% de mes gestes, surtout non pas au volant, mais au mini-manche de ma voiture. Oui, parce que il faut savoir que le volant a disparu. Hein. Il n'y a plus de volant, plus de pédale. Je conduis avec ce joystick comme un fauteuil roulant électrique en fait. Et d'ailleurs, je suis plus le seul maintenant à conduire comme ça. Et on dit souvent ce qui est nécessaire aux personnes handicapées améliorer le confort de tous. C'était le cas il y a plus de 100 ans pour le téléphone et la machine à écrire pour les malentendants et malvoyants. On ne sait
pas tellement, mais qui n'utilise pas un téléphone, un clavier maintenant? Oui. Et plus récemment, il y a une cinquantaine d'années, Siemens a inventé la télécommande infrarouge pour personnes à mobilité réduite pour allumer sa télévision, qui n'allume pas ou change ses chaînes avec un boîtier infrarouge. Donc ça, on voit bien que ces évolutions pour personnes handicapées améliorent les rampes pour les personnes âgées ou les mamans avec les poussettes, les rampes tout simplement pour fauteuil électrique ou pour fauteuil roulant tout simplement, améliore le confort de tous. Un ascenseur qui a été placé là pour une personne handicapée. Ce fameux joystick, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que même par la suite, ça soit une évolution dans la voiture? Parce mais c'est ce que je pense depuis 15 ans que j'utilise ce joystick. Il n'y a pas une fois dans la journée que je me dis, quand je pense que ce Komodo que j'ai sans volant devant moi, ce tableau de bord qui, en cas d'accident, est vraiment très dangereux, puisque si j'ai un accident, malgré l'airbag, je peux avoir une fracture de la cage thoracique, comme beaucoup d'accidentés de la route, alors que mon système mini-manche, puisqu'il n'y a plus de pédale, plus de volant, me permettrait de ne plus avoir ce gros Komodo et ce volant devant moi. Moi, j'ai plus de volant, mais j'ai quand même le Komodo, parce que c'est une voiture d'origine. Mais on pourrait imaginer avoir le tableau de bord complètement lisse, comme le passager. Et en cas d'accident, si on était passif, les constructeurs y pensent, puisque Mercedes a déjà fait sa voiture mini-manche, elle a même fait sa voiture autonome, donc même j'en parle avec Gilbert Montagnier souvent, bientôt il y aura la possibilité de, entre guillemets, conduire sa voiture, pas vraiment, puisque c'est une voiture autonome, mais... enfin, la faculté de se déplacer... c'est ça qui est fabuleux. Voilà, et c'est ma mission depuis 2007, c'est d'améliorer l'automobilité des personnes handicapées, via un site que je vais vous donner, qui est le www.ceremh.org, Centre de ressources et d'innovation mobilité handicap, qui sont à Versailles Satori, sous le label du pôle de compétitivité automobile Moveo. Et alors, quel est le coût? Il n'y a pas de coût, c'est le coût d'un permis de conduire tout simplement. Simplement ce qu'on rajoute nous, qui est compris d'ailleurs dans toute auto-école qui malheureusement n'est pas toujours bien équipée en voiture adaptée. Nous, ce qu'on apporte à la personne, c'est une équipe d'ergothérapeutes qui viendra donc étudier l'aptitude à la conduite de la personne handicapée via les simulateurs. On revient au simulateur. Ensuite, si c'est OK et qu'on arrive à concevoir une adaptation, on a fait par exemple conduire des personnes, c'est personnalisé, mais chaque handicap est différent, donc il faut vraiment, grâce aux ergothérapeutes, avoir des techniques de compensation du handicap via des attelles, via des prothèses. Par exemple, on a fait reconduire Philippe Croizan qui a amputé des 4 membres. Donc Philippe Croizan qui a traversé la Manche et relié les 5 continents à la nage, amputé des 4 membres, il conduit qu'avec un système joystick qu'il est venu passer à Satori. Donc les auto-écoles en France n'ont pas, les écoles de conduite n'ont pas les moyens d'avoir des véhicules si bien adaptés. Nous on a un Kia Carnival où on peut rentrer en fauteuil roulant électrique. Et aller conduire de son fauteuil roulant avec le joystick, donc ça évite les transferts et ça permet, cette voiture est équipée de capteurs et donc permet à la personne handicapée, très lourdement handicapée, de conduire. On a fait passer des permis de conduire à des personnes amputées des deux bras et qui conduisent avec les pieds. On a une jeune fille qui met sa ceinture, elle a un infirme moteur cérébral et puis sans bras. Donc elle a eu l'habitude de vivre toute sa vie comme ça, et elle met sa ceinture de sécurité avec son pied, comme elle mange d'ailleurs avec son pied, et qu'elle conduit avec ses pieds. Fabuleux. Donc mais ça c'est des compensations techniques faites par nos ergothérapeutes, validées sur simulateur, validées sur circuit fermé à Satori. Donc, ça demande du temps. Ça demande du temps, mais bon. Mais c'est réalisable. Mais c'est réalisable et c'est pas plus cher qu'un permis normal, moyenne de 1500 à 2000 euros. Ah oui, pas plus. Bah non. Après, ce qui coûte cher, c'est l'adaptation dans son véhicule, et qui est prise en charge par la GFIP si on travaille dans le secteur privé, par le FIPHFP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique si on travaille en tant que fonctionnaire dans les 3 fonctions publiques, qui est prise en charge par les MDPH, Maison départementale des personnes handicapées dans chaque département, donc au sein du conseil général de son département. Donc il y a des solutions de financement bien sûr pour l'adaptation de ces véhicules. Donc tu fais énormément dans ce sens-là. On fait savoir ce qui existe, donc c'est de faire savoir, le savoir-faire aussi du CRM, mais donc ce qui n'existait pas quand je suis arrivé en 2007. On a fait un audit, il n'y avait que 50 véhicules adaptés en France
pour 100 départements, ça faisait à peine un véhicule pour... Aujourd'hui, 500 ? Et maintenant, non, 500 c'est le nombre de permis qui ont été passés, mais les véhicules, il faut se déplacer à Satori ou aller dans un centre de rééducation labellisé par le CRM, qui se trouve à Lorient, dans le sud-ouest, qui se trouve dans le sud-ouest, c'est à Perpignan, c'est le centre de Cerbère, qui ont donc tous les moyens d'ergothérapeute notamment. C'est un métier méconnu, un ergothérapeute, c'est un kiné qui bricole des adaptations pour compenser le handicap. Et donc on est relayé par ces centres d'éducation qui ont des écoles de conduite en interne. C'est fabuleux parce que c'est vrai que quand on est valide, on s'imagine pas tout ce qui est... Moi j'ai ignoré tout ça avant d'être tétraplégique, j'ai appris sur le tas. Et maintenant, j'essaye de faire profiter de mon expérience de 25 ans de tétraplégique aux autres qui sont désespérés à Garches. Il doit y avoir un accueil fabuleux. J'en profite d'ailleurs pour dire que la prochaine campagne qu'on fait sur la sécurité routière en février, dans un mois, campagne télévisée, donc on a une agence qui est Publicis, qui est en train de monter le film qu'on a tourné récemment dans le centre d'éducation de Garches et de Carpath. Je suis allé moi faire ma rééducation. Et c'est un film de 40 secondes qui va être diffusé sur toutes les chaînes de télévision en février, sur les blessés de la route, parce qu'on parle souvent des morts, des tués sur la route, mais jamais des blessés, des dégâts que ça fait dans les familles d'avoir une personne blessée, cérébro-lésée, comme par exemple le fils de Michel Chevalier, qu'on a bien connu, qui s'est encastré sous un camion et qui est cérébro-lésé, c'est encore plus grave que para-tétraplégique, parce que on a des problèmes de mentaux en plus des problèmes physiques. Et donc ça détruit une famille, ces problèmes-là, et on n'en parle pas assez. Donc on va en parler en février grâce à la campagne de la sécurité routière qu'on a mise en place récemment, et dont le film de 40 secondes est en train d'être monté par Publicis, qui va être, grâce à Cara, diffusé sur toutes les bonnes chaînes de télévision et tous les supports médias. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme moyen de communication, il faut le faire savoir. Voilà. Clair. Surtout qu'il y a de la demande en plus. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on peut vivre heureux. J'espère en être un exemple en étant lourdement handicapé. Ça, je trouve que c'est une bonne parole, on peut vivre heureux. Parce que quand on est valide, moi je me dis, mais quel changé, je suis valide, tout va bien. Mais c'est fabuleux d'entendre ça, de dire, bon, je suis heureux malgré un handicap, malgré... C'est compliqué, c'est compliqué. On a des journées compliquées, là je suis arrivé à la bourre ici, à la radio, il pleuvait dehors. Je dirais non, c'était très bien, il y en a qui sont valides et qui arrivent en retard. Je ne citerai pas de nom, donc non, c'est très bien, non, il y a un respect, c'est bien, et j'imagine qu'au quotidien ça doit pas toujours être évident. Tu as une aide. Je suis bien entouré par Nadji, mon ancien ami depuis 12 ans. J'ai bien équipé. Voilà, mais. Ce que tu dis, mais bon, Mais ça, il a fallu vouloir. C'est-à-dire que beaucoup de personnes handicapées me disent, toi, tu as de la chance, t'es pilote de Formule 1. Je dis, mais j'ai eu de la chance, mais d'abord d'avoir été pilote de Formule 1, la chance, je suis allé la chercher. Oui. Donc, parce qu'il y a beaucoup, avant ça, on me disait, t'as des pilotes qui ne sont pas arrivés à accéder à la Formule 1, on me dit, t'as eu de la chance d'arriver en Formule 1. Je dis, mais la chance, je vais la chercher. Parce que je crois pas à la chance. Moi, la chance, il faut aller la saisir. Et d'autre part, maintenant, depuis que je suis 25 ans, je suis handicapé, j'ai pas de la chance de vivre bien mon handicap. Je fais en sorte de vivre bien mon handicap. Donc, je vais chercher et je travaille pour tous les détails pour, essayer encore, Dieu sait si on me reproche de ne pas être bien organisé par moment, parce que c'est tellement difficile, tellement compliqué, on a tellement de choses à régler. C'est une petite entreprise. Vivre à domicile en étant tétraplégique, c'est une petite entreprise, parce qu'il faut, on est un employeur à l'URSSAF, on fait les fiches de paye de ses employés, moi je bosse à côté dans un ministère, il y a des obligations. Il y a des obligations incroyables, quoi. Je dirais, à la fois tu as des contraintes de par ce qui t'arrive, et puis tu as d'autres contraintes pour gérer. Voilà. Pour rebondir à ce que tu dis, je cite, en Formule 1, chance et malchance n'existent pas. Cette dernière n'est autre que la somme d'éléments ou de situations que nous n'avons pas su ou pu prévoir. Enzo Ferrari. Ah, il a dit ça, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Voilà. Toi, c'est quand même une référence. Il y avait des questions peut-être. Oui, il y a des questions. Bonjour Philippe, bonjour François. Bonjour. J'ai réussi à tenir le silence pendant 60 minutes. Oui, bravo. Alors. Déjà 1 heure. Oui. Déjà 1 heure, oui. Philippe, je voulais te dire quelque chose, je te tutoie, puisque quand tu es arrivé dans le studio tout à l'heure, tu m'as reconnu. Oui, on a eu dans une vie antérieure, enfin... Je t'ai croisé très brièvement, je pense que c'était mi-90. J'étais à l'Institut des Invalides après être sorti des soins intensifs de la Pitié-Salpêtrière. Et... J'avais été très bien pris en charge. J'ai le souvenir d'un homme
comme tu l'as dit, qui n'avait pas digéré ce qui lui arrivait. Ah non, pendant 3 ans, moi j'ai digéré une fois, je me suis remis à conduire, enfin, j'ai eu ce projet de reconduire à Kerpap. Donc on avait essayé différents coussins de prévention d'escar, on a fini par trouver le bon, et les amis avec lesquels j'étais, on se regardait de temps en temps, on se disait, mais qu'est-ce qu'il est chiant, merde, on n'y est pour rien dans ce qui lui est arrivé. Ah oui, j'étais exigeant déjà pour mon coussin. Et puis, on s'est dit, mais comment réagirions-nous à sa place? Et puis la vie a continué. Moi j'avais un magasin de matériel médical à Paris dans le 15e, et je voulais te dire, mais vraiment en toute simplicité, que tu fais partie des rencontres de personnes, hommes et femmes handicapés, et Dieu sait si j'en ai rencontré dans ma vie, qui m'ont donné envie de continuer à faire ce métier. Ouais, je suis heureux, mais ça d'avoir été chiant. On dit pas que je suis chiant, on dit en général, mon entourage dit que je suis exigeant. je suis resté exigeant et chiant du coup. Parce que je dois demander aux autres de faire ce que je devrais faire tout seul. Parce que tu sais comme moi, le métier de revendeur de matériel médical, il y a des vrais, il y a des bons, il y a des purs, il y en a qui se donnent à fond, et puis d'autres qui sont là pour faire de la thune. Tu parlais des intérêts financiers, Todd, etc. Je suis bien content que tu aies balancé tout ce que tu as balancé tout à l'heure. Non, j'ai plus peur de me... En tout cas, sache que tu fais partie des héros de ma vie. Ah, c'est gentil. Non, c'est sincère. Je suis pas quelqu'un de gentil. Mais beaucoup regardent cette émission. Je sais que toi aussi, tu as un enfant handicapé, Ouais. donc tu es sensible à tout ça. Mais oui, mais... Et j'espère que ça pourra lui donner l'envie de... Mais tu sais, nous n'avons qu'une seule issue dans la vie. Soit nous acceptons ce que la vie nous envoie, on n'a pas le choix, oui. Soit on se tire une balle dans la tête. Hein. Tout à fait. Mais la vie, c'est quand même plus fort que tout. Ouais. Et beaucoup d'internautes me posent cette question. Comment a-t-il réagi lorsqu'il a appris qu'il ne remarcherait plus jamais? Alors, je me souviens de ce jour-là. C'est le jour du Grand Prix d'Imola 89. Mes parents n'osaient pas me dire ce qui risquait de m'arriver, parce qu'on ne savait pas encore trop. C'était 1 mois et demi après mon accident. Je viens de le dire tout à l'heure, il faut attendre 2 à 3 ans avant de savoir si on va récupérer ou pas. Il y a toujours un espoir, et certains récupèrent. Mais en ce qui me concerne, je comprenais pas, parce que je venais de sortir du coma et je savais même pas que j'étais à Paris, alors je me croyais encore au Brésil, aux essais, et je disais aux infirmières, dépêchez-vous, j'ai un Grand Prix dimanche. Donc j'ai eu vraiment un trou d'1 mois et demi dans ma vie, dont je me souviens pas, qui a laissé le temps à Gérard Saillant de me rapatrier de Rio à Paris, de me mettre en réanimation à la Pitié-Salpêtrière, au 2e étage du pavillon Gaston Cordier, où il y a toujours la réanimation. Et là, ils ont fait venir mon ami d'enfance Bertrand Ballas, qui est encore aujourd'hui pilote automobile, et constructeur BMW à Grenoble, qui m'a dit, on va regarder ensemble. C'est rare qu'on mette une télévision en réanimation. D'ailleurs, ils avaient mis au-dessus du lit un petit écran de télévision pour suivre le 2e Grand Prix de la saison à Imola. C'est le jour où d'ailleurs Gerhard Berger a un grave accident, là où Senna s'est tué. Il y a eu donc sa Ferrari qui a été incendiée, mais il s'en est finalement bien sorti. Et là, j'ai eu un choc en voyant ma voiture pilotée par un autre pilote, Gabriele Tacquini, un Italien, qui m'avait remplacé. Parce que la vie continue, et cette écurie de Formule 1 qui avait un budget, qui avait des intérêts financiers, m'a remplacé bien sûr dans cette écurie en tant que pilote. Et je me suis dit, mais pourquoi ce pilote conduit ma voiture? On est où là? Qu'est-ce que je fais là? Et c'est mon ami d'enfance qui avait été donc convié là par mes parents, qui n'osait pas me le dire. Bertrand Ballas m'a dit, ben voilà Philippe, il t'est arrivé un grave accident il y a 1 mois et demi. Tu es à Paris, à Pitié-Salpêtrière en réanimation. Tu risques d'être tétraplégique, parce qu'à l'époque on ne savait pas encore trop si j'allais récupérer ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne referas plus jamais de la Formule 1, c'est pour ça que ta voiture est pilotée par quelqu'un d'autre. Et ça a été un choc, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas eu le moral pendant 2-3 ans. C'est que non seulement je perdais ma mobilité, mais je passais de pilote de Formule 1 où j'ai vécu ma passion pendant 20 ans du karting à la Formule 1, et je me retrouvais donc paralysé des 4 membres, sans pouvoir parler tellement parce que j'avais une trachéotomie, donc je parlais avec une canule, c'était compliqué, enfin ma voix était on pouvait pas bien communiquer. Moi j'appelais les infirmières en faisant comme ça, enfin c'était compliqué. Tu as pensé au suicide? Oui, bien sûr. Pendant 2-3 ans j'étais suicidaire, d'ailleurs j'ai écrit un peu dans mon livre, non, je ne voyais pas comment on pouvait continuer de vivre comme ça. Je voyais pas d'issue, j'ai pas d'expérience que j'ai maintenant. C'est pour ça que j'essaye de passer ça aux jeunes de Garches
qui viennent d'avoir un accident de scooter par exemple, ou qui savent pas ce qui les attend et qui sont suicidaires aussi. Et pour leur faire profiter de mon expérience, c'est parce que c'est vrai que on n'imagine pas qu'on peut vivre comme ça quand on est immobilisé sur un lit avec dépendant des infirmières qui veulent bien venir de temps en temps s'occuper de vous. On est dépressif, et moi c'est mes enfants qui avaient 5 et 3 ans à l'époque qui m'ont dit je peux pas me suicider par rapport à mes 2 enfants qui ont 5 et 3 ans. Et aujourd'hui, bon, encore quelques fois, il y en a le second notamment qui avait 2 ans et qui était avec moi à Rio, Thibaut, me reproche d'avoir pris le risque d'être pilote de Formule 1 en ayant des enfants. Et ça me touche profondément, mais bon, c'est comme ça, et heureusement maintenant, bon, ils ont grandi, mais j'ai pu les élever, mais il a fallu que je retravaille, et ça m'a donné la force aussi de faire tout ce que j'ai fait depuis 20 ans. Et tu n'étais pas assuré, si j'ai bien compris. Non, parce qu'il n'y a aucune assurance à l'époque qui voulait assurer les pilotes de Formule 1. Oui. Donc maintenant ça a changé, il y a des contrats groupes qui existent et les pilotes de Formule 1 peuvent s'assurer, enfin des pilotes automobiles de 24 heures du Mans et d'autres disciplines peuvent s'assurer avec des contrats groupes, c'est-à-dire suivant la discipline, c'est plus ou moins cher, mais on peut s'assurer pour le décès, invalidité temporaire, invalidité permanente ou frais médicaux, parce qu'il y a certains pays où on n'a pas la chance d'avoir, comme en France, l'assurance maladie. Tu parlais du CMCP de Cerbère tout à l'heure. Je suppose que tu as fait partie aussi de ceux qui ont été à Propara, à Montpellier. Alors Propara du professeur Tria à Montpellier, fait partie de l'équipe de médecins qui font beaucoup pour la recherche pour la moelle épinière. Et je connais bien le professeur Georges Tria, mais également donc à Propara de Montpellier. Rabichon au départ, qui avait... Rabichon, mais j'ai pas connu, mais bien sûr. Cerbère à Perpignan était le deuxième centre de récupération à avoir une voiture mini-manche après Carpap. Donc en fait j'avais obtenu de Matra et de Renault de me faire offrir une voiture version anglaise avec le volant à droite, et on a bricolé avec Jean-Daniel Kempf donc le mini-manche à gauche, et on est allé ennuyer entre guillemets la sécurité routière pour la faire homologuer et passer mon permis. J'étais le premier à passer ce permis, et on a offert une voiture identique au centre de Cerbère près de Perpignan. Ok, et j'ai une dernière question, c'est ton émission François, mais... Non, mais c'est intéressant. La verticalisation, c'est important, tu le sais, non seulement pour être à la hauteur, mais au niveau... il faut expliquer aux internautes ce qu'est la verticalisation. C'est l'homme et la femme sont faits pour vivre debout. Donc en centre de rééducation, on dit souvent aux personnes qui rentrent à domicile, n'oubliez pas de faire ce que vous avez fait ici, à savoir vous mettre minimum 1 heure par jour debout. C'est-à-dire j'ai un fauteuil à la maison, un verticalisateur, que m'a recommandé Frank Williams, qui comme moi est tétraplégique, propriétaire de l'écurie Williams de Formule 1, m'a beaucoup conseillé sur la marque de mes fauteuils. Là, vous voyez que j'ai un fauteuil tout en carbone, c'est lui qui me l'a conseillé. Je parle de mon fauteuil ici, mais il m'a conseillé un fauteuil suisse, Levo, verticalisateur, que j'utilise le plus possible. Et donc je fais un peu l'inverse de ce que font les personnes valides, à savoir je suis assis dans les cocktails, et très souvent j'utilise mon fauteuil verticalisateur pour lors des déjeuners ou des dîners à la maison. Donc je dîne debout, et je déjeune debout quand je suis à la maison, parce que ce fauteuil je le laisse à la maison en général, et j'essaie de faire le plus possible de verticalisation pour 4 raisons. D'abord en effet pour vivre debout, ça évite la décalcification, les articulations de se décalcifier. La prévention d'escarre. Ça évite d'être assis tout le temps effectivement sur ses fesses, et ça prévient les escarres effectivement, ça évite d'en avoir, ça améliore le transit et ça améliore la circulation sanguine. Voilà les 4 raisons, les bonnes raisons de faire 1 heure de verticalisation par jour pour les patients. Et lorsque tu es debout, est-ce que comme dans la chanson de Jean-Louis Henry, est-ce que il t'est arrivé de penser, tiens, je vais ouvrir tout ça, je vais sortir de cet harnachement et je vais marcher? Non, j'y crois plus. Moi, si je me bats pour la recherche pour mon épinière, c'est pour les générations futures, mais pas pour moi, je pense. Ça ne sera pas opérationnel tout de suite, bien que en attendant cela, je parraine un exosquelette pour personnes tétraplégiques, qui sera le premier au monde, réalisé à Grenoble. Je suis grenoblois, donc d'où mon parrainage, de Cliniatech, qui est cette clinique faite par le professeur Benhabib à Grenoble,
avec un partenariat 50-50 avec la CHU de Grenoble et le commissariat à l'énergie atomique, le CEA bien connu, dépend du ministère de la Recherche, et donc qui est une structure gouvernementale qui fait beaucoup dans la recherche et qui a fait un bras articulé d'abord, puis maintenant un exosquelette. Et grâce au partenariat avec le CHU de Grenoble et le professeur Ben Habib, qui est numéro 1 au monde au niveau du cerveau et de Parkinson, eh bien de mettre une puce. Il y a 6 chambres actuellement, il y a déjà des candidats à cela. La clinique existe depuis 1 an. Ça a été lancé il y a 5 ans, ce projet de Clinatech. Et ça permettra aux personnes tétraplégiques de remarcher avec un exosquelette, comme d'ailleurs les soldats américains qui s'en servent pour avoir des charges moindres lorsqu'ils ont beaucoup de choses d'armement à porter. Oui. Et les Japonais qui commencent à travailler là-dessus, mais le CEA de Grenoble, via l'exosquelette de Clinatech, est en avance sur le projet américain et japonais, donc on est numéro 1 au monde là-dessus, et donc moi j'espère pouvoir utiliser ça peut-être un jour. C'est une puce dans le cerveau qui, en Bluetooth, va commander l'exosquelette qui, en quelque part, donc court-circuite la moelle épinière et les muscles, puisque l'exosquelette remplace les muscles, et commandé en Bluetooth par la puce qui est donc à la surface du cerveau et qui arrive à détecter les commandes et les intentions de la personne. Dernière question, pardonne-moi François, mais le TIPS, tu sais ce qu'est le TIPS, le tarif interministériel des prestations sanitaires et sociales. De remboursement des fauteuils, enfin de tout ce qui est la compensation de handicap. C'est pas tellement sur les fauteuils, moi, que ma question porte, Philippe, c'est surtout sur les aides techniques. Ce que nous avons besoin, ce que vous avez besoin. C'est l'aide technique d'une personne handicapée physique. Ce n'est pas un luxe, c'est un produit indispensable. Oui. Il n'y aurait pas beaucoup... Qu'est-ce qu'il y a à refaire là-dessus? Parce que les remboursements sont ridiculement bas. On sait bien que Marisol Touraine, en ce moment, la ministre de la Santé, réduit les remboursements. Il y a une partie à charge maintenant de tous les médicaments. Moi, à l'époque, tout était remboursé à 100%. Je suis allé à la pharmacie hier, j'ai payé 100 € pour mes médicaments indispensables. Il y en a d'autres qui sont moins indispensables, ça devrait être remboursé. D'ailleurs, moi, à l'époque, quand j'ai commencé à utiliser ces médicaments, il y a 10-15 ans, je parle on peut en parler, pour les patients handicapés, ce sont pour avoir des relations sexuelles, le Viagra ou le Cialis, c'était remboursé à l'époque. Maintenant, c'est considéré comme un luxe. C'est un luxe de faire l'amour avec sa femme. Donc on paye des pilules pour faire l'amour. Parce que quand on était traumatisé ou paraplégique, on a obligé d'utiliser ce genre de médicaments pour les rapports sexuels. Ben voilà, c'était une surprise. J'ai découvert ça hier dans la pharmacie, que c'était plus remboursé. Mais il y a beaucoup de tabous, hein. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais il y a d'autres médicaments obligatoires. Qui ne sont pas des médicaments de confort, qui sont indispensables. Qui sont indispensables, qui sont plus remboursés, qui étaient remboursés avant. Et ça ne va pas s'arranger. Ah non, puisque c'est que la sécurité sociale, caisse primaire d'assurance maladie est en déficit, donc ils vont chercher à réduire au maximum les dépenses, et donc c'est pour ça qu'on a ces problèmes. Alors à l'époque de François Mitterrand, il y avait un secrétaire d'État aux personnes handicapées, Michel Gilibert, qui est décédé depuis... Il y a toujours eu un secrétaire d'État aux personnes handicapées sous un gouvernement de gauche. Jacques Chirac qui avait décidé avec Patrick Segal d'avoir un délégué interministériel aux personnes handicapées. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a plus de délégation interministérielle aux personnes handicapées, ce qui était plus intelligent qu'un secrétaire d'État aux personnes handicapées qui n'a aucun moyen, puisque le handicap n'intéresse personne. Donc, c'était plus intelligent de faire ce qu'a fait Jacques Chirac en 1995, et en 2002 d'ailleurs, avec Patrick Segal et Patrick Goé, dont j'étais le conseiller d'ailleurs, d'avoir une délégation interministérielle aux personnes handicapées rattachée à Matignon, et qui puisse donc agir sur tous les ministères, puisque le handicap concerne toutes les activités de tous les ministères, et c'était plus intelligent de faire ça. Alors ils ont décidé de remettre maintenant un secrétaire d'État aux personnes handicapées, c'est Yoann Neuville, mais elle n'a pas beaucoup de moyens. Sa directrice de cabinet m'a encore dit la semaine dernière, pouvez-vous m'obtenir un rendez-vous à tel endroit, parce qu'on n'arrive pas à l'avoir, vous arrivez plus à l'avoir que nous, parce que nous on n'a aucun poids, on n'a aucun moyen, le handicap n'intéresse personne.
quand un ministère vous dit ça, c'est pas encourageant. Donc effectivement, j'ai obtenu le rendez-vous, on a le 23 janvier. Mais en tous les cas, c'est pour les cartes européennes de stationnement sécurisées qui intéressent personne non plus. Et les forces de l'ordre n'arrivent même pas à verbaliser. Et maintenant, au Sénat, fin janvier, va passer la loi sur le fait que ces places vont être gratuites en France. Donc ça va augmenter la fraude des personnes qui utilisent ces cartes indûment pour pouvoir se garer facilement et en plus gratuitement. Donc ça va rebondir encore plus ces fraudes. Il faut donc sécuriser les cartes européennes de stationnement, c'est à quoi on travaille actuellement aussi. Et dernière question concernant la GFIP. L'État est le premier employeur, nous sommes d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu me le dis aussi. Il y a un texte de loi qui impose aux personnes, aux entreprises qui n'ont pas leur quota de travailleurs handicapés, je crois que c'est 6%, payent ce qu'on appelle une amende. Oui. Tout ça n'est pas respecté. Alors, il ne faut pas confondre la GFIP avec l'État. La GFIP a été créée en 87 par Jacques Chirac, encore lui, qui a fait beaucoup pour le handicap, pour rendre obligatoire aux entreprises de plus de 20 salariés, entreprises du privé, à employer dans leur masse salariale 6% de personnes handicapées. Depuis 1987. La GFIP fonctionne très très bien, je parlais tout à l'heure, notamment les adaptations en ce qui nous concerne des voitures pour personnes handicapées, mais surtout il y a une prime à l'employeur, une prime à l'employé, adaptation du poste de travail pour aller travailler dans l'entreprise, et ça évite à cette entreprise, si elle atteint les 6%, de payer la taxe à la GFIP chaque année. On en est actuellement, on s'en rapproche entre 5 et 6% dans le privé depuis 87. Les choses ont beaucoup évolué. Ce qui n'allait pas en 2002 quand je suis arrivé, moi, au ministère de la Santé en tant que conseiller de Patrick Goët, le délégué interministériel aux personnes handicapées, c'est qu'on s'est rendu compte que, en 87, cette loi et cette création de la GFIP demandée par Jacques Chirac, Premier ministre à l'époque de François Mitterrand, oublier simplement les 3 fonctions publiques. Et donc en 2002, on a cherché à savoir quel est le taux d'emploi des personnes handicapées dans les 3 fonctions publiques, État, territoriale et hospitalière. On était à moins d'1%. Donc l'État avait dit en 87, c'est une erreur ou de conseiller qui entourait, parce que Jacques Chirac ne pouvait pas penser à tout non plus, mais il y a une erreur effectivement qui a été rétablie par la loi du 11 février 2005, en créant le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui est le petit frère de la GFIP, qui maintenant rend obligatoire aux 3 fonctions publiques le taux de 6%, sinon elle paye une taxe. Et on est passé en 2005 de moins de 1% à 4,5% 10 ans plus tard. Grâce à cette loi du 11 février 2005 et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont d'ailleurs je suis administrateur puisque j'ai suivi cette loi de 2002 à 2005 et qu'on m'a demandé à l'époque, du ministère de la fonction publique m'avait demandé d'être administrateur de cette caisse et je suis toujours. J'aurais tellement de questions à poser à Philippe. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir ici avec grand plaisir. Pour faire une émission tous les deux sur le handicap. Pour bien parler du handicap. Oui, c'est ton émission, François. Merci de m'avoir laissé. Oui, je t'en prie. Je t'invite quand tu veux, tu reviens. Et merci de nous accueillir dans ce studio. Ton studio. Absolument. Accessible, je le signale. Accessible, c'est dans le 13e, c'est super. Juste pas loin de la PF. Juste pour terminer, puisque j'avais commencé en lisant le 4e de couve, je vais reprendre juste la fin, qui dit « Oui, la vie, je la respecte immensément, parce qu'elle s'est accrochée à moi alors que je l'ai rejetée. À ceux qui vont lire ces lignes, je voudrais juste dire que l'aube est au bout de la nuit. » Une petite phrase à la fin. Une force de vie extraordinaire. Je trouve que ça image bien, parce que la vie est là, elle s'accroche, tu t'es accroché. C'est pas une force de vie, c'est en fait, moi, je crois que ce qui m'a permis d'être heureux et de vivre tout ce que j'ai vécu depuis 25 ans après mon accident, c'est la passion de l'automobile en général, qui m'a permis de réaliser ces projets de conduite mini-manche. Grâce à ce mini-manche, j'allais encore sur les Grands Prix avec ma voiture, donc j'assiste au Grand Prix européen, d'être soutenu par Bernie Ecclestone, malgré que j'ai critiqué tout à l'heure, il me soutient en me donnant des passes pour aller dans les paddocks, donc de rencontrer des pilotes actuels, dont beaucoup jeunes ont gagné pour la première fois
le Elf Masters de karting à Bercy. Par exemple, Jenson Button en 97, il avait 14 ans en catégorie junior. Il a gagné, il est champion du monde maintenant en Formule 1. Mais on ne sait pas qu'en 98, c'est Fernando Alonso, il avait 15 ans. En 99, c'est Robert Kubica, le pilote de Formule 1 polonais. Qu'en 2000, c'est Lewis Hamilton, il avait 15 ans. Qu'en 2001, c'est Sébastien Vettel, il avait 14 ans, et j'ai une photo de lui avec son papa dans le paddock de Bercy. Donc je revois ces pilotes qui me remercient encore maintenant de les avoir fait gagner pas leur première course de karting, mais la course de karting la plus importante de leur carrière, sachant que c'était retransmis sur Eurosport en direct pendant 4 heures dans 52 pays, et qu'il y avait 25 000 spectateurs, et ils n'avaient jamais vu ça en Formule 1. Enfin, ils ont vu ça en Formule 1, mais ils n'avaient jamais vu ça en karting. À l'époque, quand ils avaient 14 ans, ils s'en souviennent encore. Et quand je vais les voir sur les circuits, donc ça me permet de vivre ma vie, finalement, ma passion, de continuer ma passion du sport automobile. Et je parraine des pilotes, comme je parraine aussi un autre pilote qui, on va peut-être en parler, qui est devenu chanteur et on a convaincu ensemble Jacques Villeneuve de devenir son producteur il y a quelques semaines. Et ce chanteur s'appelle Grégory Bakian, était le coéquipier de Jules Bianchi en karting à Brignoles, qui est originaire de Bandol, à côté de Brignoles, dont était originaire Jules Bianchi aussi, puisque le père de Jules Bianchi s'occupe de la piste de karting de Philippe Bianchi, de Brignoles. Eh bien, ce chanteur n'a pas... Ce pilote de karting au départ, qui est devenu chanteur, n'a pas pu assouvir sa passion du sport automobile par manque de moyens, manque de sponsors, manque de managers, ce qu'avait eu Jules Bianchi grâce à Nicolas Todd. Et donc c'est vers la chanson qui s'est tournée. Il a sorti son premier album au mois d'octobre dernier. On va l'écouter. J'avais une autre question. Ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est sa première chanson que j'ai parrainée, et puis il y en a bien d'autres après. Il a fait un CD. Est-ce que dans les moments difficiles, est-ce qu'il y a encore des moments difficiles? Est-ce qu'il y a des moments où tu as encore des baisses de morale, où tu dis, bon, est-ce que ça t'arrive encore? Ça m'arrive de temps en temps. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Quand je me retrouve seul dans mon lit et que pour un problème d'organisation, je n'ai pas autour de moi ce que j'avais mis en place pour des raisons indépendantes de ma volonté, parce que mon auxiliaire de vie a eu un problème, il n'a pas pu venir, ou mes enfants qui devaient être là sont pas là pour m'aider, ou des petits problèmes comme ça d'intendance. C'est le problème d'intendance qui font que dès que j'ai un problème d'intendance, moi je suis immobilisé. C'est ça. Donc je suis tellement dépendant que si l'organisation que j'ai mise en place, avec l'intendance que j'ai mis en place, un grain de sable, le grain de sable fait que je peux plus rien faire. D'accord. Je peux plus téléphoner, je peux plus allumer la télé. Encore que j'ai mis au point avec ma communication un ordinateur qui, en ces temps actuels, c'est bizarre d'ailleurs que je l'ai appelé comme ça il y a 20 ans, s'appelle Charlie. Donc, il n'y a pas une journée où je prononce pas Charlie une vingtaine de fois pour appeler mon auxiliaire de vie via le téléphone, pour allumer la télévision, pour allumer la lumière, etc. C'est un ordinateur vocal qui s'appelle, au départ, le nom du produit s'appelle Tetravox, a été construit par Proteor, une société qui fait des prothèses et des adaptations pour personnes handicapées à Dijon. Ils étaient venus me voir à l'époque aux Invalides en me disant, est-ce que tu veux bien nous aider avec tes connaissances? Et je les avais présentés à Jean-Luc Lagardère, qui avait Matra Communication à l'époque, avec un téléphone Matra main libre et leur système de reconnaissance vocale. On avait réussi à faire ce petit ordinateur qu'on appelle la domotique, qu'on met sur sa table de nuit, pour gérer la domotique de la chambre de la personne handicapée dépendante. Et j'ai mis ça au point aux Invalides, et on a présenté avec le secrétaire d'État aux personnes handicapées de l'époque en 91, Michel Gilibert, et Jean-Luc Lagardère, qui était l'un et l'autre à ma gauche et à ma droite, au ministère des Personnes Handicapées, 100 avenue Raymond Poincaré, je me souviens de l'adresse à l'époque, ce produit qui s'est généralisé maintenant de partout. Et que moi, dans ma chambre, j'ai appelé Charlie, parce qu'il faut le réveiller et le recoucher. Enfin, il est à l'écoute si on l'appelle, et moi j'avais donné ce nom de Charlie parce que c'est un nom qu'on prononçait pas couramment. Si on lui donne un nom courant, il s'allume et il vous répétait s'il vous plaît, etc., etc. Donc je l'ai appelé Charlie il y a 20 ans, et maintenant, depuis 8 jours, chaque fois que je l'appelle, ça me fait penser à ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, bien sûr. Oui, tout à fait. Et une pensée pour Martine. Donc quand je dis j'appelle Charlie,
Oui. Et toute la France me répond maintenant. Et une pensée Tout le monde est chargé. pour Martin Kempf et la maison Et Martin Kempf, et Kempf, Jean Daniel et ses Martin contrôles Kempf. d'environnement, Tout à fait. génial. Martin Kempf est la Dominique sœur Lepage. de Jean Daniel Kempf. Qui Dominique est... Lepage, le gars de chez Proteor à Dijon. Le contrôle d'environnement aussi. Oui, Le Catalavox. Catalavox. Et Tetravox. Voilà. Tout ça. Catalavox, c'est Martin Kempf qui, elle, a été rejetée de la France Et est parti aux à l'époque, États-Unis. est partie faire le La Silicon Catalavox à Silicon Valley aux États-Unis parce qu'elle a été aidée par toute l'équipe médicale là-bas, des chirurgiens qui utilisent le Catalavox. Et son frère, Jean-Daniel Kempf, lui, est resté dans l'activité de leur père, Jean-Pierre Kempf, qui est décédé maintenant, qui était paraplégique à Strasbourg, dans l'adaptation des véhicules pour personnes handicapées. C'est lui qui m'a aidé à faire le mini-manche, effectivement. Donc je suppose que quand tu lis, tu as un tourne-page électrique. Il y a tout. Non, j'arrive encore, grâce à mes épaules, à tourner comme ça, avec un pupitre. Mais j'ai une tourne-page électrique, j'y viendrai, de toute façon, comme je viendrai au fauteuil roulant électrique, quand je serai un peu plus âgé. Si une mouche se pose sur ta joue, Philippe. Bah, je fais ça. Tu J'arrive peux. encore avec mon épaule, j'ai la chance, mais il y a beaucoup de personnes handicapées. Et moi-même, pendant 3 ans, quand je bougeais pas les épaules à l'hôpital, je pouvais pas me gratter. On peut pas se gratter, on peut pas. Effectivement, on fait ça quand il y a une mouche, mais elle revient tout de suite. Bon, bah, c'est des petites choses qu'on pense pas quand on est valide et qui enquiquinent les journées des personnes drôlement dépendantes. Une dernière question, et pour faire un clin d'œil en même temps à Michel Jean-Baptiste. Michel Jean-Baptiste, donc tu as édité dont le livre. Dont j'ai édité son livre Vie pro, vie perso. Et qui est remarquable. Michel Jean-Baptiste est vraiment une jeune femme, maman en plus, d'un Erwan à qui je vais faire du karting, et qui en plus est brillante dans sa vie professionnelle. Absolument. Et sa vie pro, je le sais, sa vie perso, je sais pas. Moi non plus, mais pour sa vie pro, je le sais. Donc, on est en période de vœux, on est en période de bonnes résolutions. C'est pour ça que je pense à elle. Quels seraient tes vœux ou tes résolutions pour cette nouvelle année? Eh bien, ma résolution, je l'adresse à la ministre des Personnes handicapées, Ségolène Leville, de faire en sorte d'appliquer la loi qu'on a mise en place le 11 février 2005. C'est pas ce qui a été fait par elle-même au mois d'août dernier, lorsque ce décret d'agenda d'accessibilité programmée a été mis en place pour reporter la mise en place de ce décret d'accessibilité des établissements recevant du public, ce qu'on appelle les ERP, les restaurants, enfin tous les établissements recevant du public, étaient censés par la loi du 11 février 2005 d'être accessibles en janvier 2015. On est le 15 janvier 2015, et ben à ce jour, les ERP ne sont pas accessibles parce qu'il y a un petit décret passé dans l'ombre au mois d'août 2014 permettant un report de l'application de cette loi de 3, 6 à 9 ans, avec quand même une amélioration, c'est-à-dire il y aura une surveillance avec un agenda d'accessibilité programmée, comme le dit son nom. On va programmer les travaux d'accessibilité pour que dans 3 ans pour certains, 6 ans pour d'autres, ou 9 ans pour les établissements les plus compliqués à rendre accessibles, soit accessibles maximum dans 3, 6 à 9 ans. Mais c'est un volet que j'ai. Donc ce serait que tous les décrets de la loi du 11 février 2005 soient appliqués, à savoir les auxiliaires de vie scolaires pour les enfants handicapés qui peuvent être maintenant en maternelle dans les écoles de leur quartier, mais qui peuvent pas parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire en nombre suffisant. Il y a plein de décrets comme ça de cette loi qui était très ambitieuse, qu'on a mis en place, qui est financée par la CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, grâce à cette journée de solidarité des Français, fériés, mais travaillés pour permettre d'avoir 2,4 milliards de taxes des Français grâce à leur solidarité, qui est gérée par la CNSA et qui finance en grande partie les MDPH qui ont de plus en plus de mal à faire face à l'APA et à la PCH. C'est-à-dire, le PCH, c'est la prestation de compensation du handicap, qui est censée prendre en charge la personne handicapée pour qu'elle ait un projet de vie et en lui permettant de compenser son handicap par les aides techniques, les aides humaines et les aides animalières pour les personnes aveugles, par exemple, avec les chiens d'aveugles. Y a-t-il un risque de voir l'allocation d'adulte handicapé baisser? Oui. Oui, parce que l'allocation adulte handicapé, pour les valides qui nous écoutent, les personnes handicapées savent ce que c'est.
c'est l'allocation qui est donnée aux personnes handicapées qui n'ont pas la chance de pouvoir travailler. Donc qui n'ont pas recours à la GFIP ni au FIPHFP. Donc l'État subventionne ces personnes pour qu'elles puissent avoir un minimum vital, puisqu'elles ne peuvent pas travailler. Donc il y a une AAH, allocation adulte handicapé, qui effectivement, par décision de tous les gouvernements successifs que je viens de connaître depuis 25 ans, tous ces gouvernements ont décidé, pour pas favoriser l'assistance de ces personnes handicapées qui pourraient peut-être faire quelque chose, travailler, qui préfèrent être reconnus non travailleurs handicapés, par la Coterep et maintenant les MDPH dans les conseils généraux, pour pouvoir bénéficier de ces assistances. Donc si on met une AH au-dessus du SMIC, pour l'instant elle est légèrement en dessous du SMIC, et si on dépasse le SMIC, ça n'incite pas les personnes handicapées à travailler. Donc il ne faut pas inciter les personnes handicapées à rester chez elles et être assistées. Donc les gouvernements ne franchiront jamais le SMIC. Actuellement, Nicolas Sarkozy l'a réajusté et l'a augmenté de 5% par an, ce qui fait plus de 25%. Mais on ne peut pas aller au-delà parce que sinon ça dépasserait le SMIC et ça inciterait les personnes à ne plus travailler. Pour que les personnes handicapées soient mieux loties, si j'ose dire, tout ça est une volonté politique, Philippe Streiff? C'était la volonté de Jacques Chirac que depuis 87 avec la création de la GFIP, avec 2002 notamment, lorsque le 14 juillet 2002, lorsque PPDA lui annonçait lors de l'interview traditionnelle du 14 juillet quels sont les chantiers prioritaires de votre quinquennat, il a répondu: j'ai 3 chantiers prioritaires. C'est la prise en charge de la recherche pour le cancer de façon intensive, l'amélioration de la sécurité routière, une meilleure prise en charge du handicap. Et c'est là que j'ai été nommé conseiller d'ailleurs de Patrick Goé, qui a remplacé Patrick Segal en tant que délégué interministériel aux personnes handicapées, et qui nous a commandé entre guillemets une loi en disant on voudrait un guichet unique, parce que c'est un parcours du combattant, et je l'avais vécu moi depuis 10 ans, ce parcours du combattant, d'aller dans les Coterep à l'époque au Conseil généraux, d'aller à la caisse d'allocation familiale, d'aller à la CPAM, d'aller voir tous les financeurs du handicap, les CCAS dans les villes, etc., qui sont maintenant donc concentrés dans les MDPH pour avoir un guichet unique pour que la personne handicapée puisse être aidée dans son projet de vie et que ces compensations de son handicap lui soient financées à 100%. Excuse-moi, encore une question. Comment se fait-il que dans ces organismes-là, il y ait très peu de personnes handicapées qui bossent? Parce que ces organismes... Comment peut-on imaginer ce qu'est la vie d'une femme ou d'un homme paraplégique, tétraplégique, infirme moteur cérébral, et j'en passe? Comment peut-on l'imaginer si on n'est pas un minimum concerné par ce genre de... Il y a dans les MDPH finalement quand même des médecins, des ergothérapeutes, une équipe pluridisciplinaire qui est censée, entre guillemets, connaître le handicap. Mais ce que vous relevez, c'est le fruit de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir que le FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, est né en 2006, suite à la loi du 11 février 2005, donc il y a moins de 10 ans, et que lorsque les MDPH ont été créés avec le personnel des Coterep au sein des conseils généraux, les conseils généraux c'est la fonction publique territoriale, eh bien, effectivement, cette obligation n'existait pas. Donc, par je dirais, facilité, c'est la raison qui fait qu'il n'y a pas de personnes handicapées dans la MDPH, mais ça avait évolué avec l'obligation du FIPHFP, j'en suis l'administrateur et on veille à ça, mais c'est long. C'est très long à changer les mentalités, surtout qu'il y a eu beaucoup de difficultés après la loi du 11 février 2005 à changer la structure des Coterep au sein des conseils généraux vers les MDPH, parce que le personnel des Coterep ne voulait pas être transphasé au MDPH, être transposé, enfin. Donc il a fallu recruter des personnes très rapidement en 2006, au 1er janvier 2006, pour créer les MDPH dans chaque département. Et effectivement, c'était pas facile de recruter des personnes handicapées qui, je le répète aussi, ont un taux de chômage de 20%, donc pourtant elles sont disponibles, mais elles sont pas formées. C'est bien pour ça que la loi du 11 février 2005 demande aux écoles ordinaires de former
jeunes enfants handicapés, pas les mettre dans des ghettos, aux universités et facultés d'être accessibles aux personnes handicapées pour qu'elles puissent être formées. Mais ça, on le verra dans quelques années, le résultat de cette loi, parce que les jeunes qui ont été scolarisés en 2006 en école maternelle ont maintenant 9 ans de plus, donc ils sont pas encore en état de travailler, mais bientôt les personnes handicapées seront mieux formées, et donc il y aura moins de chômage, j'espère, et elles seront recrutées plus facilement par les employeurs. Merci Philippe. Il y a encore de quoi faire. Il y a du boulot. D'ailleurs, c'est après. Il y a déjà une émission à faire. Moi, j'avais été questionné par Nicolas Sarkozy, candidat aux élections présidentielles en 2007. Que faut-il faire pour le handicap? On venait de voter le 11 février 2005 une loi tellement ambitieuse, loin d'être appliquée en 2007, que je lui avais répondu, il n'y a rien à faire pour le handicap, si ce n'est appliquer la loi. Et 10 ans après, la loi est toujours pas appliquée à 100%. Donc il faut vraiment l'appliquer, quoi. Enfin, voilà. C'est une autre histoire. Mais c'est un combat de tous les jours, en fait. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat et une motivation, même. Enfin, bon, c'est une motivation, justement. J'ai eu plus de chance qu'Ayrton Senna, dont on parlait tout à l'heure, qui est par solidarité était venu à Bercy. Il s'est tué le 1er mai 94, plus de 20 ans déjà. 21 ans maintenant, bientôt. Déjà, et vraiment, j'ai plus de chance, puisque je suis pas décédé. Maintenant, je réalise la chance que j'ai eue par rapport à mes enfants, qui avaient 5 et 3 ans. Bien sûr. Et on dit souvent, c'est Nietzsche qui a dit ça, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et je parlais d'ailleurs une chanson d'un chanteur, Grégory Bakian, dont on parlait tout à l'heure, qu'on va entendre, j'espère, qu'on va entendre à la fin de cette interview. Pour clôturer l'émission, juste pour ceux qui éventuellement auraient une baisse de motivation, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi? Chaque cas est particulier, donc il faut consulter. Vous leur dites de m'appeler. Je donne j'ai un site internet, c'est mon prénom.nom.com, donc philippe.streff.com, et il y a beaucoup de solutions dans ce site internet. Bravo, merci Philippe. Pour l'automobilité, crm.org. Voilà, mais on retrouvera tout ça, de toute façon on va les annoncer et tu vas les mettre sur la page. Et puis une certaine Sandra te fait un coucou. Ah, Sandra, c'est ma femme. Voilà. Avec laquelle je suis devenu ami via Facebook. Ah, Sandra est d'origine brésilienne, donc comme tous les Américains, et les Américains du Sud aussi, très utilisateur de Facebook. Elle gère même ma page Facebook. Merci Sandra. Eh bien, merci. Et à tout de suite. Merci. Et puis, cette émission, bien sûr, sera disponible, mais ça, tu en reparleras, Jean-Claude. Immédiatement, absolument. Merci Philippe d'être venu. Je relirai sur Facebook via Sandra. Voilà. Et puis, on va terminer donc avec Grégory. Ah, avec plaisir. N'est-ce pas? Grégory, qui vient de sortir un CD, qui est maintenant, qui est un producteur reconnu, champion du monde de Formule 1. Jacques Villeneuve, qui aime bien la musique aussi, et qui a été séduit par, comme moi d'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans, par Grégory Bakian. À l'époque, il n'y avait qu'une chanson qu'on va entendre. Maintenant, il en a 7 ou 8, dont une qui a été écrite par Charles Aznavour. Très bien. Eh bien, au plaisir d'une prochaine émission. Et avec Grégory Bakian, peut-être. Ah, mais tout est possible, avec grand plaisir. Et ça commence par, bien sûr, des bruits de Formule 1. Ta course contre le temps et tous ces retours gagnants déchaînent ta force et toutes tes envies. Chaque jour est un combat. Alors au lieu de baisser les bras, rebelle-toi et relève le défi. Viens faire de ta vie un rêve et de ces nuits en fière, toute une réalité. N'importe les ennemis, les si ou les sursis, tous les coups du sort, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. N'importe la raison, les chocs ou les démons, ce qui ne tue pas nous rend toujours plus forts. Parce que vivre c'est lutter, je resterai à tes côtés, laissant la passion envahir ton cœur. Les coups durs forgent le courage, à
sacré, avec ou sans laurier, deviens ce que tu es. Qu'importe les ennemis, les si ou les soucis, Tous les coups du sang, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Qu'importe la raison, les jours, les démons nous rendent toujours plus forts. Face au miroir avec toi, garde encore la foi, la victoire est ton seul droit. Pour savoir où tu vas, rappelle-toi. Toujours d'où tu viens. Ce qui ne tue pas nous rend toujours plus forts. qu'importe les ennemis, les si ou les soucis, tous les coups du sang. Ce qui ne tue pas nous rend toujours plus forts. Les chocs ou les démons, ce qui ne tue pas. Ce qui ne tue pas nous rend toujours plus forts. Allez plus haut, allez plus haut, et dessiner des souvenirs. Allez plus haut, allez plus haut, et crois encore l'avenir. Allez plus haut, allez plus haut. Motivation première, une émission mensuelle, j'espère qu'elle le sera à partir du mois de janvier 2015, une émission mensuelle présentée par François Michalon, que vous retrouverez au mois de février. Et puis merci à François d'avoir amené Philippe Streff. Vraiment, c'était un vrai plaisir que de retrouver cet homme que j'avais aperçu comme ça pendant 1 heure ou 2 il y a quelques années. C'était en 90, autant que je me souvienne. Bien, l'émission est terminée, vous allez pouvoir aller regarder la télévision. Pendant ce temps, Nadji, c'est ça, prend des photos. Et puis n'oubliez pas, je vous retrouve demain pour 2 émissions en direct. Première émission 17h-19h avec Christine André et Reynald Roussel. Nous parlerons de la médiumnité. Et puis, comme tous les vendredis, 19h30, 21h30, avec qui? Avec le docteur Alain Delabo. Nous parlerons de chrononutrition. Tout ça, c'est sur la web TV Étoile du Cœur. Et c'est en direct. Au revoir, bonne après-midi. Et ne regardez pas trop la télévision.